Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi dès 6h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Merci à tous pour vos retours suite à l'épisode spécial Watches and Wonders. Vous avez été très nombreux à me partager vos avis sur les pièces évoquées et c'était vraiment top. C'est toujours hyper intéressant et constructif de donner son ressenti et l'émotion que les pièces nous suscitent. Comme chaque semaine, je vous dis merci de vive voix. Merci à tous ceux qui prennent quelques secondes de leur temps afin de noter et commenter le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je lis chacun de vos messages et réponds à vos DM, même si cela peut prendre parfois un peu de temps. Donc merci si vous avez déjà apporté votre contribution et foncez, notez, commentez si ce n'est déjà fait. Et maintenant, place à l'épisode 77. Cette semaine, encore un épisode pépite que je vous propose. Et je sais par avance que vous allez l'adorer. Je reçois Florian, un amateur que j'ai connu il y a quelques temps suite à une demande de recherche personnalisée. Avec Florian, ça a tout de suite accroché et vous allez aisément comprendre pourquoi au fur et à mesure de l'épisode. Ce dernier nous partage son chemin, fait d'erreurs, de Graal qui n'en sont finalement plus, de nouvelles envies insoupçonnées, d'évolution de ses goûts et de réflexions changeant à mesure que la vie passe. Et vous allez voir à quel point tout cela est passionnant. Cela va aussi être l'occasion pour vous de découvrir des modèles auxquels vous n'auriez pas pensé et même d'autres dont vous ignoriez peut-être l'existence. Comme toujours, un épisode saupoudré d'anecdotes permettant de prendre du recul sur cette belle passion. Alors, vous êtes prêts à savourer ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui les amis, je vous gâte. Je vous sers sur un plateau un amateur qui a une résonance toute particulière pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord parce que lorsqu'il m'a contacté récemment, j'ai vraiment adoré sa démarche de quête réfléchie, de progression, alimentée par la curiosité. Il m'a d'ailleurs presque donné le plan de l'épisode dans son premier mail, m'indiquant son cheminement, les dilemmes auxquels il avait été confronté dans la vie de collectionneur, presque dans une démarche d'introspection. Vous allez voir, c'est fascinant et surtout, vous allez constater à quel point vous allez vous retrouver dans ses propos. Et puis pour ajouter au plaisir de le recevoir, je dois avouer que je ne connais pas Florian que depuis une semaine, mais bien depuis plusieurs mois. En effet, notre premier contact s'est fait à travers une recherche de pièces bien particulière, une montre pas facile à trouver, surtout quand on est exigeant sur la qualité comme lui et moi. Cette pièce, on va bien sûr en parler dans l'épisode. Florian, bonjour. Salut Edouard. Bienvenue dans Démontrez-vous. Mon intro te semble fidèle à la réalité ou pas ? Écoute, c'est parfait. Parfait. Très content d'être là avec toi aujourd'hui. Gros fan du podcast. Premier podcast pour moi, ouais. Donc j'ai vraiment envie d'en découdre. Trop bien. Moi, comme je te disais, ça a vraiment une résonance particulière et j'ai trouvé vraiment très cool et ça me fait toujours plaisir quand les auditeurs font leur devoir. C'est-à-dire que vraiment, tu m'as envoyé un mail en disant voilà, moi j'ai envie de parler de ça, je trouve ça serait bien, ça va faire résonance et ça c'était trop cool. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, Florian, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc Florian, 39 ans, j'habite à Paris, marié, un enfant. Je travaille dans le domaine des fonds d'investissement. Dans une vie précédente, j'ai été avocat. Je me définirais comme j'aime bien ce terme en anglais de watch enthousiaste. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un technicien, c'est-à-dire que je suis loin d'être un expert des mécanismes, des références, mais j'aime particulièrement l'objet. Ouais. Donc moi, c'est vraiment ça qui me plaît. J'aime l'histoire, gros consommateur de vidéos YouTube, de podcasts également, Démontrez-vous. et j'adore aussi, tu vois, j'ai un peu, je pense comme c'est le cas de beaucoup de collectionneurs, une petite communauté de potes avec qui on a des groupes WhatsApp et on s'échange les nouveautés, les choses comme ça. Donc voilà, en quelques mots. Trop bien. C'est une passion qui date d'hier ou qui date pas d'hier ? Moi, je connais un peu la réponse, mais... C'est une question super intéressante parce qu'en réalité, la passion est... Donc j'ai 39 ans, elle est relativement récente, ouais. Dans le sens où ça date de quelques années. Je parle du mot passion. Pendant longtemps, j'ai eu une montre. Pendant plusieurs années, j'avais une montre, ça m'allait très bien. Donc j'avais pas encore été piqué par le virus, si tu veux. Une belle montre déjà ? Alors j'ai commencé avec ma belle montre, c'était une Omega Planète Océan. Donc si tu veux, c'était celle de Daniel Craig dans Casino Royale. D'accord, très bien, ouais, très bien. 42. Et ça, c'était vers les années 2010-2011. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ok, donc l'avant céramique, c'est ça ?
Exactement. Avec le 2500, etc. Ouais, coaxial. Ouais, avec le coax. Et donc ça, c'était un peu ma première belle montre, si tu veux. C'était une super montre d'ailleurs. Ouais. Et tu sais que je la regarde encore maintenant, et je me dis, putain, elle est vraiment sympa. Elle est cool cette montre, franchement. Et donc ça correspondait, si tu veux, à une étape de ma vie, parce que justement, comme j'ai dit, j'ai été avocat pendant un certain nombre d'années, et tu vois, j'avais obtenu mon examen du barreau, je rentrais à l'école d'avocat, et après, tu as un stage d'avocat. Où tu es dans le cabinet d'avocat et c'est un peu ton dernier, si tu veux, step avant de rentrer dans la vraie vie active. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, j'arrive dans le vrai monde professionnel, si tu veux. Ouais. Donc, je vais me faire plaisir et je vais me prendre une belle montre. C'était un peu l'achievement, tu vois. Pas le budget pour l'achievement avec la Clan for every achievement. Exactement. Mais du coup, j'avais pris cette Omega. Je dois dire que le marketing autour de James Bond a joué énormément. Ouais, très bon. Surtout quand tu es jeune, tu vois. Tu as 25 ans. Tu vois, la montre de James Bond, c'est des prix qui, à l'époque, étaient encore corrects. Tu vois, ça coûtait... alors, c'est déjà beaucoup d'argent, mais ça coûtait 2000 €. Oui, parce que moi, je me rappelle quand j'achetais, alors ça va rappeler certains Parisiens, rue du Faubourg-Montmartre, chez Étoile d'Or. Ouais. J'achetais toutes mes Omega là-bas, et beaucoup de montres aussi là-bas, jusqu'en 2015, je crois, de 2005 à 2015. Et tu avais Omega, et j'ai acheté mes PO, mes Planètes Océan, j'en ai acheté 5 ou 6 chez eux. Ah ouais, quand même. En commençant par la 2500 justement, en 42, en 45.5 aussi. Ouais. Et je me rappelle, je crois qu'elle était à 2200 € ou 2300 €, un truc comme ça, je crois, de mémoire. Ouais. Et donc, ça a été ma première belle montre que j'ai gardée, je sais pas, pendant 3 ans, si tu veux. Je me posais pas la question, donc j'étais pas passionné. J'avais un bel objet, j'étais très content de l'avoir. Je t'avoue que la première fois que je l'ai mis, j'ai vraiment eu le truc, waouh, tu vois, ça y est, j'ai quelque chose au poignet qui est vraiment sympa. Et cette montre, en plus, je fais la parenthèse quand même, elle était un peu magique parce que la forme de boîte est quand même magnifique. C'était les nouvelles Planètes Océan, ça venait juste de sortir. Exactement. Cette forme n'existait pas avant. Et pour redynamiser de ça, ils avaient fait cette montre. Et elle avait ses aiguilles avec cet anti-reflet, ce cadran bien mat et ses aiguilles bien brillantes. Et je trouve qu'elle avait un effet incroyable. Incroyable, je suis d'accord avec toi. Et avant ça, tu vois, avant cette première belle montre, j'étais pas du tout passionné. J'avais des montres que je portais, parfois pas. On va rentrer tout de suite dans le dur. Je suis passé par une période, j'ai eu une montre diesel. Bon. Tu vois, le bracelet de force. Épisode. Le bracelet de force au poignet, ça c'était plus vers les 18-20 ans. Donc tout ça pour dire que, tu vois, ça arrivait assez tard, la première belle montre. Et après, pendant quelques années, j'ai eu cette Planète Océan qui m'allait très bien. Et j'étais très content avec. Et après, je me suis dit, tiens, je suis rentré dans la vie active, etc. J'ai commencé à regarder Rolex. Celle dont on va parler là. Celle dont on va parler. Voilà. C'est celle-ci qui n'a pas bougé de la collection depuis. Et à l'époque, ça coûtait pas les prix que ça coûte aujourd'hui. Non, je sais bien. Donc c'est une 16710, lunettes Coke. Et donc à l'époque, j'ai vendu ma Planète Océan pour me l'acheter. Et j'ai rajouté un petit delta, mais à l'époque, ça valait pas 4000 €. Ah non, ça valait même pas 4000. Moi, je sais, je t'ai parlé de ma petite crise de Planète Océan, j'ai eu ma petite crise de 7710 aussi. On a tous nos petits problèmes. Voilà, on a tous nos petits secrets, comme dit l'autre. Et donc, j'ai eu 16700 aussi. Enfin, bon, après, 1675 et compagnie. Je parle en saphir, en tout cas. Et 16710, ça valait, quand je les achetais moi, en 2008, ça valait 3000 balles, royalement, quoi. Hein. Ouais. Tu vois, donc on était dans ces prix-là, quoi. Et c'était, comme on disait, une tool. C'était vraiment une montre que tu portais en toute occasion, sans problème, que tu pouvais porter partout, d'ailleurs. Ouais, et si tu reviens en 2013, 2014, je pense, l'époque où je l'ai acheté, c'est des montres qui n'étaient pas si vieilles, parce que tu vois, la une, elle est de 2001. Complètement, ouais. Donc une montre qui a 10 ans, elle est encore... Puis c'était pas la folie qu'on a connue aujourd'hui, quoi. Les céramiques venaient à peine sont sorties en 2008. Ouais. Donc c'était encore, les gens préféraient encore masse celle-ci parce que la nouveauté fait toujours un petit peu peur. Et je me rappelle, moi, quand je partais en vacances, je prenais toujours ma GMT, en fait. Ouais. Et où que j'aille d'ailleurs. Ce qui aujourd'hui me paraîtrait lunaire. Tu vois. Ouais, absolument. Et même à Paris. Tu vois, est-ce que tu es confortable à Paris? C'est un autre sujet. Mais... Ah ouais, moi j'étais partout avec ça. Et d'ailleurs, quand tu regardes les quelques pièces que je t'ai apportées, je pense que c'est celle qui a été le plus portée. Et moi, sur une rétrospective, tu vois, sur les 10 dernières années, je pense que c'est celle que j'ai le plus portée de toutes mes montres. Et s'il devait en rester une, ça serait celle-ci. Ouais, d'accord. Je reviens à ta question. À l'époque, est-ce que j'étais passionné? Je suis pas sûr. À l'époque, j'étais très content d'avoir une très belle montre au poignet. Et la passion est venue ensuite, en fait. Et chez moi, la passion, elle est venue, c'est marrant, à partir du moment où j'ai eu ma deuxième montre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une collection d'une montre... Eh oui. Un groupe, ça commence à 2 personnes. C'est exactement ça. Mais c'est exactement ça, si tu veux. Et de 1, c'est pas terrible. Ouais, exactement. Et ma deuxième montre, donc du coup, j'ai vu que j'avais vendu la Planète Océan pour acheter la Coke, ça a été une Panerai.
Et ce que j'ai acheté quand dans ma vie pro, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal. J'ai vécu à Londres, à Luxembourg, à New York, à Abu Dhabi. 2016-2017, j'étais à New York. Et 2016, j'ai acheté une Panerai classique 111. C'est ça, c'est la basique. Ouais, la basique. Et j'aimais beaucoup. Alors, l'histoire de Panerai est controversée. On entend un peu de tout. On n'a pas le temps de. Voilà. D'aller dans ce truc-là. Il y a des gens qui font des très bons podcasts pour ça. Mais en fait, moi, ce que j'aimais bien chez Panerai, si tu veux, c'était vraiment l'aspect, et je l'assume totalement, c'est un peu la monde bodybuildé, tu vois, c'est les 3 S, c'est Stallone, Schwarzenegger, Statham, c'est ces mecs-là, c'est les films et tout, et il y a ce côté un peu... C'est Mike Horn maintenant aussi, quand même. Et beaucoup, ouais. Mais c'est le côté bourrin, si tu veux, que je trouvais rigolo. Puis elle était sexy à une époque, cette montre. Franchement, enfin, la 111, voilà, toutes les logos, les compagnies, c'était quand même une montre qui était vraiment, quand t'avais ça, j'avais beaucoup d'amis collectionneurs et qui avaient des Rolex et des Panerai, quoi. En gros, c'était ça, tu vois le truc. Parfois, une petite Big Pilot, une Big Pilot IVC en 47, et c'était un peu, voilà, quand t'étais un peu testo, t'avais ça en haut, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est des montres qui... Alors aujourd'hui, je me reconnais pas trop dans ce qu'ils font. Bon, ils ont pris un certain virage. Là, il y a la nouvelle boutique qui est ouverte sur les champs. Ouais. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais c'est plutôt bien fait. Mais voilà, ça a été pendant longtemps une collection de 2 montres. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder un petit peu Chrono 24, à traîner, etc. Et là, c'est parti. C'était mort. Et là, c'est le virus, en fait. C'est à ce moment-là, si tu veux. Donc, je dirais 2016-2017. Donc, tu vois, c'est pas très vieux. Surtout quand avec les pièces que tu avais, tu voulais pas t'en séparer. Parce que j'ai le sentiment que quand on démarre une collection comme ça, on est plus attaché. Donc, on a plus de mal à se séparer des pièces. Donc, tu dis, merde, si j'en veux une autre, il faut que je rééconomise. Exactement. Et comme en plus, tu es un peu dans début de collection, dans la montre trophée, c'est-à-dire dans la montre, tu as besoin qu'il y ait une marque quand même. Tu as besoin que ça soit auréolé de quelque chose, si tu veux. Bien sûr. Tu comprends? Quand tu démarres comme ça, tu as plus besoin du status symbol quelque part. Donc, tu dis, bon, alors, c'est au moins une montre à 3-4 à chaque fois, quoi. Donc, il faut le temps de refaire son inertie. Ouais, il faut garder à l'esprit aussi que, tu vois, 2016-2017, un peu quelques années auparavant pour la Coke, en termes de contenu, c'était pas comme ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que t'avais pas les podcasts, t'avais pas les vidéos sur YouTube, etc. Donc, c'était à toi de faire ta petite recherche. Complètement. Mais pour aller chercher une montre vintage en 2013, fallait déjà avoir un sacré réseau, tu vois, fallait s'éduquer sur le sujet. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est tellement pas le même monde que maintenant, quoi. Enfin, acheter une 16710 il y a 10 ans, moi je me rappelle à qui je vendais, c'était la science-fiction maintenant. Enfin, les mecs partaient dans des trucs, et pour s'informer, c'était un peu les forums, quelques photos égrenées comme ça sur Internet, et ça s'arrêtait là, quoi. C'est ça. Et même les marchands avaient parfois une connaissance un peu lacunaire du truc, tu vois. Donc, ça a bien changé. Et quand tu vois des jeunes aujourd'hui, tu vois, qui sont dans la vingtaine et qui regardent les pièces vintage, etc., je trouve ça génial. Ouais. Parce que justement, ils ont accès à un certain niveau d'information qu'on n'avait pas à l'époque, en 3 clics maintenant, et puis maintenant, tout le monde parle de montre. Et ce qu'on recherchait moins concrètement, parce que aujourd'hui, c'est devenu cool d'aller voir des petites Omega des années 70 et compagnie. Il y a 10 ou 15 ans, tout le monde s'en contrefoutait, pour rester poli. Hein. Ah ouais. Tu vois, c'était les trucs de 35-36 mm à l'époque où tout le monde prenait, ou même un 42 était considéré petit. Parce qu'un 42 était considéré petit, si tu veux. Une Speed, c'était petit à l'époque. Il y a 10-15 ans. Et les mecs disent, mais attends, t'as ton Omega en 35, de quoi tu me parles, en fait? Enfin, c'est pas possible. Et maintenant, ça revient. Ça, c'est cool de voir ces petites pièces qui reviennent, mais qui ont été quand même désaimées, mal aimées pendant au moins 20 ans. Mais moi, tu me parlais pas d'un 35 mm en 2016-2017. Dit-il, pourtant, ça avait l'air en 36. Ah, mais justement, c'est ça qui est drôle. Et le confort, et je me rappelle encore très bien, j'ai déjà dit dans quelques podcasts, mais quand je portais moi mes Datejust, en fait, moi, si tu veux, j'ai des défauts, mais la qualité, c'est de rester constant. Et les pièces que j'aime aujourd'hui, ne sont pas des pièces que j'ai détestées avant et vice-versa. Donc aujourd'hui, la Datejust que j'aime toujours autant, 4 chiffres, 5 chiffres en général, je l'ai toujours aimé. À une époque où beaucoup de gens l'aimaient pas en disant oui, c'est une montre de gonzesse, c'est trop petit, etc. Et je dis mais attends, mais t'as vu le confort? Il me dit ouais, j'ai l'impression de rien avoir, ça va pas, c'est pas assez masculin, etc. Alors que maintenant, tout le monde se pâme devant des Datejust, c'est rigolo, quoi. Ouais. Et quand je disais non, mais la 41, j'aime pas, mais t'es fou, de toute façon, la 36, c'est fini. Je dis, mais non, regarde, Eminem, il l'a porté. J'avais vu une photo, je crois, c'est Mike Tyson, une photo assez vintage. Mike Tyson qui portait un Datejust 36. Mais t'avais plein de personnalités des années 90. C'était 36 points, en fait. C'était ça, en fait. C'était vraiment la montre West Coast, cool, même en biton. C'était trop bien, quoi. C'est ça. Et voilà. Donc t'étais sur ces 2 montres. Comment tu l'as acheté, la C710 la C710, pardon. Alors, la C710, c'est un pote à moi. La Rolex GMT. Ouais. La GMT Master 2, c'est un pote à moi qui me l'avait déniché sur Chrono.
Un pote à moi qui avait déjà lui une Explo. Ouais. Il me l'a déniché, je lui avais dit que je cherchais ça, mais encore une fois, j'étais pas encore un expert. Je le suis toujours pas d'ailleurs. Et il m'avait trouvé ça. J'habitais à Luxembourg à l'époque. J'avais été l'acheter en Belgique. Et l'histoire pour l'acheter est assez drôle. Et en fait, après coup, je me rends compte que ça fait vraiment le moment où tu vas acheter ta montre, les circonstances dans lesquelles tu vas acheter ta montre, ça peut jouer d'un côté comme de l'autre. Ah, complètement. Et là, tu vois, j'étais avec un autre pote. On avait un cabriolet. On avait fait le chemin entre Luxembourg et Bruxelles. Vas-y, fais-nous le truc. On était sur l'autoroute, tu vois, deux jeunes en cabriolet. On pouvait même pas se parler parce qu'on s'entendait pas avec le vent, etc. Mais tu vois, puis il y avait Mylène Farmer qui couvrait tout ça aussi, non? Exactement. pour pas entendre le moteur. Et on était en mission, tu vois. C'est-à-dire, on allait à Bruxelles récupérer la 6710. Et c'est un mec, en fait, qui m'a vendu, qui lui sourçait pas mal des montres sur le marché asiatique. Donc c'est un full set, les papiers sont d'un vendeur à Hong Kong. Donc 888. Alors c'est le code pays, hein, pour ceux qui savent sur les papiers, chez Rolex 888. Et du coup, voilà, je l'ai acheté, on s'est retrouvés dans un bar, tu vois, tous les trois, et après on est revenus. Et pareil, tu vois, ce que je t'ai expliqué avec l'Omega avant, le sentiment d'avoir une première belle montre, là, tu vois, je sais plus quel âge exactement j'avais, mais tu dis, j'ai une Rolex, quoi. Et honnêtement, on peut dire ce qu'on veut. La magie opère quand on a la première. Sûr. Parce que moi, ça m'avait frappé. Parce que pareil, quand j'avais eu... j'avais raconté, je crois, c'était à l'occasion, mon père s'était fait offrir une GMT Master 16700. Okay. C'est la première Rolex que j'avais dans les mains à l'époque, vraiment dans les mains, tu vois. Donc il se fait offrir ça en 97, un truc 96, tu vois. Là, il avait payé 14 000 balles, je crois, un truc comme ça. Okay. Et à cette époque-là, j'avais l'image des Rolex et je l'ai en main, vraiment. Et j'hallucine déjà sur le brillant des aiguilles, sur la qualité du laquage du cadran. Je dis, c'est incroyable cette montre, quoi. Et par contre, je vois le bracelet, je dis, c'est fou quand même, parce que c'est une boucle pliée, c'est quand même basique. Et je m'étais dit, on en a fait toute une histoire. Mais il y a quand même une magie. C'est-à-dire que tu vois cette date qui passe à l'heure pile, paf, ça existe sur aucune autre montre à l'époque. Tu vois ce saphir plat, alors qu'ils ont tous des trucs à anti-reflet, domed. Tu dis, mais c'est bizarre, c'est plutôt ancien. Pourtant, il y a ce cyclope, personne n'a de cyclope. Enfin, tu vois, il y a toutes les choses qui sont quand même curieuses sur cette montre quand tu l'as acheté au début. Et il y a aussi le tombé sur le poignet. Et ça, bien sûr, il faut l'essayer. Le look, parce qu'une 16710, franchement, c'est une de mes montres préférées ever, en fait. C'est une montre que j'ai énormément eu, j'en ai eu beaucoup. Et je trouve que c'est la montre la plus facile à porter possible. C'est élégant, c'est juste moderne ce qu'il faut, c'est juste ancien ce qu'il faut. C'est parfait. Ça a les vertus des deux mondes, en fait, vraiment. J'adore cette montre. Non, tu peux la mettre avec un costume, tu peux la mettre en short à la plage. Voilà, mais je l'ai tellement... Moi, je pense que tu regardes même ma première fille, quand elle est née, tu vois, elle me dit, t'avais quoi comme montre? Et j'avais une 16710. Enfin, tous les événements à l'époque, j'avais toujours ça ou une Audemars, des trucs comme ça, mais toujours des trucs comme ça. Et tu vois, en plus, avec la lunette, et on le savait même pas, à l'époque, il commençait à décolorer, tu vois. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais même mes potes, ils disaient, mais t'as vu, ça a décoloré ton truc, franchement, faut aller la changer, quoi. Et moi, je disais, mais non, c'est joli, moi, j'aimais bien, tu vois, ça faisait un petit côté un peu. Alors que maintenant, tout le monde te dirait, putain, ton insert, je te l'achète 2000. Ouais, mais ça, c'est la folie. C'est encore notre délire. Mais c'est une montre qui est tellement cool. Alors, moi, toi, c'est les Handlink, on appelle ça plein, enfin, pas plein, mais voilà, les Solid Handlink, les SEL. Ça me revient. Et moi, j'aimais bien quand même les anciens bracelets, donc sur les références un petit peu antérieures, que je trouve encore plus roots, tu vois, c'est encore plus breloque, c'est encore plus... J'aime bien, c'est creux, tu vois. Mais elle est très cool. Donc écoute, comme je l'ai dit, je pense que c'est celle-ci qui restera... si je devais tout vendre et en garder une, ça serait vraiment celle-ci, parce qu'il y a un truc particulier, tu vois, avec celle-ci. Et en plus, elle a pris un peu de pète. Ouais, elle a pris des pètes. Elle a pris des pètes. Donc tu la portes sans te poser de questions. Non, honnêtement. Alors le seul sujet, c'est comme je te dis en début de podcast, moi j'habite à Paris et porter une Rolex à Paris dans certains quartiers, ça reste un sujet. J'espère que t'es plus en cabriolet, quoi. Non, j'ai pas de voiture. Je suis à Paris, je suis piéton. Tu n'as pas le permis, simplement. Si tu es un vrai Parisien, tu n'as pas le permis. J'ai le permis, mais j'ai plus de voiture depuis que je suis rentré à Paris. Et c'est vrai que, comme je te le disais un peu aussi en intro, j'ai eu l'occasion de pas mal voyager. Et j'ai vécu dans des pays où, si tu veux, en termes de sécurité, on ne peut pas comparer avec la France. C'est-à-dire que j'ai vécu alors si je prends un extrême, à Abu Dhabi, aux Émirats. Aux Émirats, tu laisses ton portefeuille plein sur une table, tu l'oublies. Dubaï. Ouais. Tu reviens 1 heure après. Le plus loin qu'il aura été, c'est au comptoir parce que quelqu'un l'aura déposé. Sinon, il sera encore sur la table. Tu vois, je sais plus avec qui je parlais de Dubaï récemment, par exemple. C'est vraiment la ville où ceux qui n'y sont pas allés arrêtent pas de te dire ont des croyances limitantes terribles. Ceux qui sont allés n'arrivent que d'une chose, c'est d'y rester, d'y vivre après, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai fait à peu près pour ces raisons notamment. Ouais. Et là, pour le coup, tu vois des pièces qui sont incroyables parce que déjà le rapport
à l'argent, disons les choses. Des gens n'est pas le même, Bien sûr, si, ouais, bien a fortiori. Donc, c'est-à-dire que moi, là où je bossais, t'avais des juniors qui arrivaient en déto céramique, ça gênait personne. C'était juste normal. Et du coup, tu pouvais vraiment porter tes pièces de manière calme, sereine. Et à aucun moment, ça devenait dans un coin de ton esprit, si tu veux te dire, ah, mais peut-être que je suis en danger, peut-être que quelqu'un est en train de regarder ma Tu te montre. poses même pas la question en fait. À Paris, tu te la poses. Ah mais maintenant tu te la poses. Mais moi pendant très longtemps, je venais à Paris avec mes Rolex, j'étais en bras de chemise dans la rue et j'étais pas que dans des super quartiers, tu vois. Donc vraiment, c'est un truc maintenant, je fais clairement plus quoi en fait. Et si tu veux, c'est aussi parce que c'est un no-brainer maintenant que souvent je porte des trucs faciles à porter. Parce que tu te poses pas la question, tu dis attends, aujourd'hui, est-ce que je vais aller dans un endroit craignos? Est-ce que machin? Non, c'est bon quoi. Tu vois. Et moi, je peux te sortir 5 histoires différentes soit de gens que je connais directement ou indirectement, soit qui se sont fait suivre, soit quelqu'un qui est en terrasse, qui a eu des problèmes avec ça. Dans les restos, hein, les hôtels, les taxis et compagnie. Hein, donc, sans être dans la parano, hein, c'est pas du tout. Donc malheureusement, ça joue aussi sur le monde que tu portes au quotidien. Ouais. Donc tu es sur ces deux-là, on est en quelle année là? Là, on est 2016-2017. Ah, c'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux. La passion est récente. C'est vraiment pas si vieux. Donc 2016-2017, tu passes un petit moment à poncer la 16710 comme un taré, là, apparemment, si j'ai bien. En témoigne le bracelet. Ouais, exactement. Les gens autour de toi, ils réagissent comment par rapport à ça à cette époque-là? Parce que moi, je sais que personne ne calculait. Hein. Ah, ça dépend. Avant que tu me répondes, garde ta réponse en honte. Il y a une grosse différence quand même là-dessus, il faut l'avouer, Paris-Province. Je travaillais beaucoup à Paris. Quand tu travailles sur Paris, les gens regardent beaucoup ça malgré tout. Pas pour l'argent, pas pour le truc, mais parce que tu as beaucoup plus de passionnés en réalité. Et donc, ça t'ouvre la conversation, si tu veux. Tu vois. Alors que tu vas dans beaucoup de villes, même de province, etc., les mecs calculent pas du tout. C'est une montre en acier avec une lettre rouge en plus, donc ça fait pas luxe, quoi, tu vois. Non, mais le conversation starter, c'est vraiment un truc de dingue. Quand t'es à Paris et des fois, moi, tu sais, je me retiens quand je vois quelqu'un qui a une très belle montre, je me dis non, mais je vais pas faire mon relou, je vais pas lui dire vous avez une belle montre et commencer à parler. Mais j'ai envie de le faire. Et parfois, je le fais. Tout dépend ce qu'il a, en fait. Tout dépend de la réaction. Moi, c'est un vrai conversation starter. Si tu vois le type qui a, je fais des grosses mailles, mais qui a une Batman et qui calcule pas la tienne, tu dis bon, ok, j'ai compris. Il en a une, il s'en fout en fait, quoi. Tu vois. Par contre, tu vois un mec un peu plus deep sur des refs ou même qui commence à. Enfin, moi, je sais que je peux pas m'empêcher d'avoir le réflexe de regarder le poignet. C'est même plus un truc que je me pose consciemment en réalité. Même dans la rue, je vois quelqu'un, mes yeux se posent naturellement sur le poignet en fait, si tu veux. Tu veux faire pareil. Ouais, bien, absolument. Et souvent, ma femme, maintenant, son jeu, on voit une émission, un machin, un truc, un magazine, fait c'est quoi qu'il a là? Et je fois, elle me dit putain, mais tu l'as vu 2 secondes, comment tu sais? Oui, c'est la corne là, elle est comme ça et tout. Je me dis c'est pas possible. Mais moi, tu sais que ma femme, je commence maintenant, je regarde tellement de trucs, je lui en parle parfois. Pas trop pour pas non plus la saouler, mais elle commence à connaître les rêves, c'est-à-dire qu'on voit les films, elle me dit il y a le Nautilus, c'est la Daito, c'est la Pepsi, machin, incroyable. Et des fois elle regarde ces séries sur Netflix, elle me dit le mec là il porte une Hulk, machin et tout, c'est assez drôle. J'ai essayé de la convertir et en fait elle s'est arrêtée, si tu veux, à une tank que je lui ai offerte pour un de ses anniversaires. Et mais tu m'en avais parlé de cette tank? Peut-être. Je m'en avais parlé. Peut-être, ouais. Oui, tu m'en avais parlé. Quand tu avais commencé à faire la recherche, tu m'en avais parlé, il me semble. Et une tank, donc c'est la tank solo, Quartz. Ça lui va très bien, Quartz, parce que c'est no-brainer, toujours à l'heure. Bien sûr. Et ça lui suffit. Jouer avec les bracelets un petit peu de temps en temps, mais ça s'arrête là. Ouais, trop bien. Donc voilà, et pour répondre à ta question, pour terminer, comment mon entourage a réagi, en fait, c'est un petit peu ce que tu as dit, c'est-à-dire que j'ai une partie de mon entourage qui n'a même pas calculé. C'était une montre, voilà. Et après, c'est le Fight Club, en fait. Tu commences à te rapprocher des gens, tu vois, les gens qui avaient des montres qui étaient autour de toi, qui commencent à te voir, ils se disent le petit, là, il est en train de vouloir venir un petit peu, il est intéressé, et on commence à en discuter, et c'est là où tu commences à nouer des liens, et surtout discuter de sujets, et c'est comme ça que tu apprends, en fait. On te parle de rêve, on te parle de moi, j'ai commencé avec celle-ci, maintenant je suis là. Et tout ça, en fait, ça te... Pardon pour l'expression, mais ça te bousille le cerveau petit à petit. Et après, c'est terminé. C'est un truc de fou. Après, c'est terminé. En fait, il y a tellement de rêves, il y a tellement de trucs qui te plaisent. Et puis, il y a des passages, je sais pas si ça te l'a fait, tu as le sentiment, entre guillemets, c'est un passage obligé. Tu sais que c'est pas la montre de ta vie, entre guillemets, tu sais que mais tu dis, celle-là, j'ai envie de l'avoir à un moment dans ma collection, quoi. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Tu dis j'ai envie de l'avoir un moment, je sais que je la garderai pas. Alors maintenant c'est un peu plus chiant comme on disait en off qu'avant parce que se séparer de pièces c'est pas simple maintenant quand même. Surtout si tu veux faire entre particuliers, tout c'est pas évident. Et puis les prix sont pas les mêmes non plus. Mais tu sais qu'il y a des trucs, t'as envie d'en passer par là en fait quoi. Mais moi j'ai vraiment eu cette phase là, c'est marrant ce que tu décris parce que quand j'avais encore ma collection de 2 montres, j'ai eu une phase où mon but, et c'est plus du tout le cas aujourd'hui, c'était d'avoir un petit peu, si tu veux, l'icône de chaque marque. C'est pas mal ça. Tu vois, mais c'était
avec du recul, tu vois, c'est pas forcément pour les bonnes raisons, parce que tu le voulais parce que c'était l'icône, pas forcément parce que tu avais flashé dessus. L'effet Speedmaster un peu, on le voit. Ouais, exactement. Et du Mariner coup, Speedmaster. j'avais la GMT, donc la Panerai, on n'aime pas Panerai, la 111, c'est un basique. Ouais, carrément. Et dans ma tête... Avec des beaux bracelets, c'est stylé quand même, ouais, franchement. tu peux vraiment t'amuser avec moi, les j'aime bracelets bien. sur les Panerai. Ouais, franchement. Et c'est des montres que j'aime toujours, que je n'ai plus. Non, on en parlera peut-être plus tard, mais... Ouais. Et après, donc, je voulais la Reverso de chez Jaeger, je voulais la Speed, je voulais la Dato, je voulais... tu vois, et en fait, comme je te disais, c'est ton champ de vision au fur et à mesure qui devient de plus en plus large. Bah, du coup, il y a plein de pièces que tu découvres, et dès que tu commences à découvrir la Speed, quand tu commences à mettre le doigt dedans, mais t'es mort. avec l'histoire, etc. Les variantes qu'il y a eu. Les variantes qu'il y a eu. C'est-à-dire que beaucoup de gens décrivent, je ne sais pas si ça va être ton cheminement, on en parlera un peu plus tard, mais je tends la perche dès le départ. On commençait par acheter la 42 classique, donc la Moonwatch classique, et se sont rendu compte que ce n'était pas pour eux, et ensuite on a acheté la Reduced. Ouais. En disant, et puis en plus il y a des variantes que tu n'as pas, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Le fait qu'elle soit auto, parce que tout le monde n'est pas fan du manuel. Moi, alors, sur la Speed, c'est un peu à part, mais je suis par exemple de la team où je ne suis pas très fan des montres à rontage manuel, moi. Ok. C'est comme ça. J'aime bien le côté automatique, j'aime bien le côté où tu t'en soucies pas, et j'aime bien le côté où en fait tes mouvements deviennent de l'énergie pour la montre. Alors que certains aiment bien le rituel du matin. Ouais. Je suis pas très rituel du matin pour remonter la montre. Mais encore une fois, je comprends ce que veulent dire les gens en disant j'aime bien me poser 20 secondes en remontant la montre, etc. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir une automatique. Et tout dépend des montres que tu fais. Enfin, sur la Speed, c'est un rituel que j'aime bien par contre. Tu vois, il y a des montres qui se prêtent vraiment à ça. Sur des montres un peu vintage aussi, je trouve ça cool parce que tu lui redonnes vie. Mais sur aujourd'hui, une marque lance une montre contemporaine, j'aime bien qu'elle soit auto. Voilà. Ouais, ok. Mais donc tu commences à regarder un peu le champ des speeds. Ouais, je commence à regarder un petit peu le champ des speeds et c'est marrant parce que en préparant le podcast, en fait, je me suis amusé à me faire une liste pour moi-même me remémorer tout ce que j'ai eu et ce que j'ai vendu. Et en fait, si tu veux, je l'ai là. Et ça fait 8 pages. Non. Mais en fait, quand je regarde cette liste, j'ai pas mal d'icônes justement. Parce que dans le sens où j'ai acheté une Speed. Ce qu'on a dit au début, on a besoin de cocher les cases des icônes. Exactement. En fait, du status symbol. Alors, status au sens large du terme, en fait. La montre qui te permet de te reconnaître quelque part. Ouais, c'est un peu la porte d'entrée, si tu veux, du watch game, entre guillemets. C'est-à-dire que tu te dis, d'abord, je veux checker les icônes et après, j'irai voir un petit peu ce qui se passe derrière. Ouais. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait dans une certaine mesure, toute proportion gardée. Et après, il y a beaucoup d'icônes que finalement, je n'ai pas gardées. Ouais. Et là, aujourd'hui, quand tu vois ma collection, je t'ai amené quelques pièces. Ouais. C'est des pièces qui, je pense, sont, pour certaines, en tout cas, un petit peu plus pointues. Au moins, c'est une collection qui m'est 100% personnelle. C'est pas la collection que tu vas voir ailleurs. C'est ça qui m'a largement interpellé chez toi, notamment. C'est ça que j'aime bien. C'est que tu as vraiment creusé, tu as des modèles, tu as une collection vraiment à toi, qui te ressemble, qui a un chemin où tu t'es posé les bonnes, en tout cas, tu t'es posé des questions. Et elle te ressemble, elle ressemble à rien d'autre. Et ce que j'adore dans ce genre de collection, c'est que tu mets une montre le jour J plus 1, tu mets une autre, ça n'a rien à voir. Et tu redécouvres ta montre quand c'est comme ça. Parce que moi, j'ai eu une période, je crois que j'en ai parlé déjà, où j'ai eu pendant quelques années que des Rolex Sport. Ouais. À l'époque où il y avait moins les réseaux, donc je passais le lundi de la sub à la machin, enfin tu passes de l'explo à la etc., etc. Et tu as un peu le sentiment de porter toujours la même montre finalement, puisque tu portes de l'Oyster du matin au soir, avec une boucle pliée du matin au soir, elle est avec un fermoir de sécurité ou pas, mais en tout cas, ou extension de plongée ou pas, mais c'est à peu près les mêmes cornes, à peu près la même montre. C'est une variante, c'est pour ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai cette réaction parfois un peu épidermique quand je vois que Rolex sort un truc où tout le monde se paluche parce que le cadran il est comme ci, comme ça. Parce que maintenant, ce que j'adore, et je crois que c'est pareil pour toi, c'est que tu mets une montre et toutes tes montres sont tellement différentes en fait. Ah ouais, tu changes complètement. C'est intéressant pour moi parce que c'est pas souvent que je les ai toutes devant moi puisqu'elles sont la plupart du temps au coffre. Bien sûr. Mais en fait, il y a des choses qui se dégagent aussi quand tu regardes une collection. Tu te dis finalement, à part l'Oyster, j'aime pas trop les bracelets acier. Tu vois. Oui, c'est vrai que c'est la seule bracelet acier. Ouais, c'est la seule. Toutes les autres, j'ai enlevé. Et pour revenir à ton point précédent sur la Speed, donc ça a été la 3e dans ma collection. 3950, donc 1993, un full set, des aiguilles tritium bien patinées, un truc vraiment sympa. Ce que tu disais un petit peu précédemment. En fait, un jour, j'ai eu un reality check, c'est-à-dire que j'ai fait un wrist shot. Tu vois, je la prends en photo. Je l'envoie à un pote, je la regarde et je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé énorme sur mon poignet. C'était un 35-90, ça que tu m'as dit ? Ouais, 35-90, 1993. Ouais, donc c'est à 35-70 ou 90, mais oui, c'est 35-90. Ouais. Et donc, tu as eu... Et tu vois, j'adorais cette montre, 42. Alors, on en a parlé, c'est vrai que le 42 d'une... Tu peux pas comparer 42 et 42. Après, il faut vraiment voir un petit peu les cornes, etc. Et en fait, je me suis dit juste, ok, c'est l'icône.
j'ai coché la case, je l'ai, elle est magnifique, etc. Mais juste sur mon poignet, en fait, je la trouve trop grosse, tu vois. J'ai un poignet qui fait environ 17 cm, tu vois, donc c'est pas... voilà. Donc, imagine la Panerai. Putain, c'est clair. Mais encore une fois, à cette époque-là, si tu veux, j'étais encore au début du chemin. L'œil était fait différemment, en fait. L'œil était complètement différent. Je te dis, moi, quand je portais mes 42... les gens avaient le sentiment que je portais un truc petit parfois à certaines époques, tu vois. Quand je portais, j'ai acheté mon Zénith, mon El Primero. La réédition, elle est sortie en 2012 et je l'ai acheté pour la naissance de ma deuxième fille, en fait. Et donc, elle est de février 2012, la montre. 37. Elle était en 38, en chrono. Mais le nombre de fois où on m'a dit que ma montre était trop petite à l'époque, alors que c'est la version historique avec les 3 capteurs parfaitement intégrés. Tout le monde dit, mais non, mais la 42 est mieux. Et la 42, mais j'en veux même pas. Je la touche même pas avec un bâton, en fait. Tu vois. Mais ouais, et du coup, cette speed, tu vois, je l'adorais. Et ce reality check a fait que je l'ai vendu, en fait. Tu vois, je l'ai pas conservé. Alors, j'adore la speed, je suis ce qu'ils font. Là, je viens de voir qu'ils viennent de sortir la Moonswatch Snoopy Black Edition. Bon, d'ici que le podcast sorte, il y aura peut-être une rouge qui sera sortie, une bleue, une jaune, on sait pas. Qui sait, hein. Mais voilà, ça a été la 3e, la speed. Et, tu l'as gardé combien de temps? Honnêtement, je l'ai dû la garder 1 an ou 2, mais je l'ai très peu portée. Tu vois, je la portais pas sur acier, pareil, j'avais mis un bracelet cuir, mais c'est pas la magie n'a pas opéré, si tu veux. Pourtant cette ref elle est cool, hein. Moi j'aime bien cette ref. Mais je l'adore la montre. Tu vois, je l'ai acheté parce que j'aimais bien, mais sur moi. Et en plus c'est un faux 42, je trouve. On l'a toujours dit. Elle a tellement l'aspect d'un 40 parce qu'avec ses encelires, on a l'impression qu'elle fait 40. C'est pas un vrai 42 visuellement, en tout cas, je parle. C'est une super montre. Après, moi, c'est plus que... Hormis ces rêves que j'aime bien parce qu'elles sont patinées, la speed de maintenant, je trouve qu'on l'a tellement vue, en fait. Et donc, j'ai pas mal accueilli la version cadran blanc que je trouvais assez jolie, malgré tout. Ouais, la nouvelle... Jamais de la vie, je mets 9700 balles, hein, mais elle est cool. Non, elle est j'ai pas bien sûr, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir en vrai, mais elle est très sympa. Mais d'ailleurs, en parlant de speed cadran blanc, Vous savez quelle transition, Florian, c'est incroyable. Magnifique. Du coup, ma speed 42 était remplacée par une Speedmaster Reduced. Mais directement après alors? Non. Quelques années plus tard, mais tu vois, j'avais toujours... Donc exactement ce que je t'ai dit au départ, en fait. Ouais, exactement. Et j'ai acheté un Reduced, donc c'est une édition qui était dédiée au Japon, au marché japonais. Sachant que le 39 pour le Japon, ça marche plutôt bien parce qu'ils sont plutôt fans des montres à diamètre un peu plus réduit. Édition Tokyo même, on peut dire carrément. Ouais, en fait, si tu veux, l'histoire, c'est les magasins Marui. Alors, j'ai jamais été au Japon, j'adorerais. Ils avaient cette édition. Alors, ils ont fait plusieurs Omega. Il n'y a pas eu que celle-ci. Il y a aussi une version Marui de l'Aquaterra, fond rouge, que je trouve d'ailleurs très sympa. Et donc celle-ci, c'est un cadran panda, donc lunettes noires, cadran blanc, les 3 compteurs noirs. Blanc, un peu crème. Un peu crème. Franchement, le cadran, il est à mourir. Le cadran est magnifique. C'est un Paul Newman de chez Omega. Ouais. Et honnêtement, celle-ci, tu la vois pas trop, parce que forcément, tu vois, c'est des éditions limitées. C'est de la fin 90, cette montre-là. Ouais, début 2000. C'est ça, ouais. Je crois que c'est entre 90 et 2001, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu tant d'éditions que ça, d'ailleurs, le prix en témoigne. Hein. Ouais, elles sont pas mal pris ces derniers temps. Parce qu'une Reduced normale, je parle sous ton contrôle, mais une Reduced normale, c'est à peu près aujourd'hui, c'est 2003-2008, en gros. Une noire classique. Après, dès que tu commences à être dans des cadrans bleus et tout, c'est un peu plus cher. Mais celle-ci, il me semble qu'elle est plutôt dans les 5, 6, 7, non? Ouais, on est là. Exactement. Ouais. Et t'as même 2 modèles de celle-ci. Alors, celle-ci, t'as les cadrans t'as les compteurs, qui sont peints. Et t'as une seconde version de celle-ci avec les index en acier. Qui est encore plus rare, je crois. Oui, qui est beaucoup plus rare. Et du coup, qui coûte encore un peu plus cher. Qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la speed blanche de Jean-Guy. Exactement. Là, pour le coup, ça ressemble beaucoup plus. Là, je suis d'accord. Donc, très belle réussite. Donc, c'est une version automatique. C'est sur une base Valjoux. Voilà, donc mais c'est du fiable. Elle a été boudée, cette montre, injustement, je trouve, pendant très longtemps. Moi, je me rappelle vraiment, avant 2015, c'était vraiment la mal aimée quand même. Et pourtant, j'ai toujours trouvé cool. Alors, j'en ai jamais eu de Reduced, mais j'ai toujours trouvé que c'était une super alternative pour celui qui n'avait pas un gros poignet, qui voulait un truc bien. Et c'est vrai que même au poignet, parfois, elle ressort parfois mieux même qu'une speed classique. Je suis 100% d'accord avec toi. Et en fait, je pense que c'est comme beaucoup de choses. Il faut savoir pourquoi tu l'achètes. C'est-à-dire que je pense que la personne qui rêve de la Moonwatch professionnelle en 42, qui n'a pas forcément le budget et qui se dit, bon, je vais me prendre une Reduced. Il va regarder sa Reduced tous les jours. Il pensera quand même à la Pro en 42. Et du coup, il va pas forcément en profiter comme il se doit. Par contre, sur les Reduced, c'est vrai que c'est vrai aussi pour les speed, mais pour les pros, pardon. Mais sur la Reduced, tu peux vraiment jouer avec les cadrans. Et pour moi, quitte à prendre une Reduced, faut prendre un truc qui est différent.
Ah non, mais carrément. Sur le cadran noir, elle singe la professionnelle classique. Voilà. Donc, elle n'a pas grand intérêt. Par contre, sur cette version-là, franchement, en plus, elle a un diamètre qui se rapproche d'un diamètre de Paul Newman, puisqu'on est sur un 39 là-dessus. Donc, on se rapproche en tout cas d'un diamètre d'un Paul Newman. Et alors, le but, c'est pas de ressembler à un Daito. Hein. Non. Mais elle a vraiment une gueule, ce cadran et cette couleur. Et je pense que ça, en plus, ça a commencé à se patiner parce qu'on commence à parler de vintage, là, clairement. Hein. Ouais, ça, on est vraiment sur, voilà, donc, on est vraiment dans l'appellation même de vintage, concrètement. Et ça a vraiment patiné. C'est un Ezalite dessus. En plus, donc fond plein, ça coche beaucoup de cases quand même. Là, en plus, tu l'as mis sur un petit Joseph Bonny, un veau brun top un peu, on va dire. Vintage gold, ils appellent vintage gold, la couleur, je crois. Meilleur effet. Alors, si je puis me permettre, j'aurais mis une petite boucle Omega, mais bon. C'est vrai. Ça peut se trouver facilement, ça. Ouais. C'est vrai que c'est la petite touche qui termine, mais c'est très très joli, franchement. Ça rend très très bien et ça donne un peu plus de chaleur au cadran Panda, c'est vraiment chouette. Ouais, j'ai quelques straps de chez Joseph Bonny et je trouve que ça se marie très bien, surtout sur les montres qui ont un petit effet vintage, que ça soit un effet vintage ou une vraie vintage. Et c'est juste, encore une fois, moi sur la Speed, même sur la Speed Pro, j'ai jamais été trop fan du bracelet acier. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que un bracelet cuir où tu peux jouer un peu sur, tu vois, 2 tons différents, le cadran, tu te le reprends encore plus. Je suis d'accord. Omega, c'est pas leur fort les bracelets acier. Ouais. Enfin, ça va mieux maintenant depuis que la nouvelle Speed est sortie. Mais et encore sur la ref, la 3590, il était assez beau quand même. Il était assez avec une forme un peu V-shape et compagnie. Alors que les versions post 2000 avec ce bracelet droit là de chez Omega, c'était une catastrophe. Là c'est même pas la peine. Là, il me montre la Seamaster. C'est même pas la peine. Ce bracelet, il est tellement connoté 90. Alors après, c'est GoldenEye quoi. Hein. C'est ça. C'est Pierce Brosnan. Mais bon, on va en parler un peu plus tard. Entre la Speed Pro et la Speed Reduced, la Marui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un épisode Royal Oak. Ouf. T'étais vraiment dans. Il te fallait les. Je te dis, hein, step by step, puis après on redescend tout et on remonte. D'accord. C'est vraiment ça l'idée. Donc, tu vois, 2016. Après la Frank Muller. On va y venir. T'es monté d'une marche à chaque fois, t'as fait des grosses marches quand même. Hein. 2016, 2017, donc je vivais à New York. 2018, je suis parti aux Émirats. Je suis resté 2 ans jusqu'en 2020. 2020, je suis rentré à Paris. J'ai choisi mon timing puisque je suis rentré en février 2020. Oui, donc un mois après. Une semaine avant le lockdown. Et donc, pendant ma période à Abu Dhabi, je rentrais à Paris de temps en temps et c'était pas encore la bulle, si tu veux. C'était pas encore devenu ce que c'était quand il y a eu je suis d'accord. Royal Oak, Patek, etc. Ça commençait gentiment, mais c'était pas ça encore. Donc, je suis allé à la boutique AP. Tu pouvais encore espérer trouver un modèle. Ouais, absolument. Boutique. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. J'ai été à la boutique AP, très bien reçu, très sympa, par un vendeur qui était très jeune, je crois qu'il était apprenti. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, un apprenti qui te décide d'une allocation à quelqu'un qui connaît personne, qui te donne un fond bleu, ça n'existe plus. Lunaire. Et c'est pas si vieux. T'avais quoi comme montre au poignet quand t'es rentré? Je pense que je devais avoir la Coke. D'accord. La GMT Master. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, du coup, j'ai voulu me placer parce que j'avais vraiment la Royal Oak. Encore aujourd'hui, si tu veux, c'est ma Dream Watch. Si tu veux, ça fait partie du monde que j'espère pouvoir avoir un jour. Je dis j'espère avoir, donc t'imagines que je n'ai plus la Royal Oak. Et là, c'est, on va dire, encore une fois, une erreur d'appréciation de ma part. Et je pense que les erreurs, en fait, ne sont pas des erreurs parce que ces erreurs, c'est ce qui te permet de comprendre, en fait, ce que tu aimes et de comprendre, en fait, d'acheter les bonnes pièces pour les bonnes raisons. Et donc, à l'époque, c'était l'époque de la 15-500. Donc, je vais en boutique. Gros diamètre. Ouais. Mais à l'époque, encore, mon œil n'était pas le même qu'aujourd'hui. 41. 41, et du coup, vu que tu as assez peu de littérature sur le cadran, ça te donne l'impression d'être encore plus grand. Gros diamètre, par contre, elle est très équilibrée. En fait. C'est-à-dire qu'elle est grosse, mais le rapport hauteur-largeur est très bon, la lunette est de la bonne taille, etc. Plus, pour moi, effectivement, que la 15-300, qui pourtant est beaucoup plus petite, mais qui a une lunette trop épaisse pour moi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Quand tu les mets à côté, c'est pas pareil. Elle fait pas Todd à côté. Voilà.
Et donc, du coup, tu vois, j'étais, je suis à la boutique AP, on me discute on me reçoit, je monte à l'étage, Ouais. tu vois, et on discute pendant une demi-heure, 40 minutes. Ils voient que je suis pas juste un flipper, en fait, que j'ai vraiment un truc pour la montre. Et d'ailleurs, anecdote, première digression, il y en aura sûrement d'autres. Tu sais, quand t'as l'iPhone, je sais pas si t'as cette fonction, ça te remet les photos de manière Ah, aléatoire. c'est affreux ça. Il y a 10 ans, Et tu ça vois. me fait bader ça. Alors, ça peut être des photos de soirée, Non, ça mais- peut être des photos de montres. Ah, ça me fait quand c'est des photos de monde que j'ai pu. Alors, bader façon de parler, mais je me dis putain, c'est vrai que elle était bien ça là quand même, Ouais. tu sais. Mais tu sais, moi, il y a 3 semaines, là, je retombe sur une photo, je vois une APO, tu vois, qui datait de 2013 ou quelque chose comme ça. Je vois une photo, c'était mon poignet, parce que je reconnais, tu vois, j'aime bien porter des bracelets, je vois les bracelets et tout. Je vois l'AP et je me dis, mais c'est laquelle? C'est pas la 15300, ça. Et en fait, c'est une 15202. Ah bah ouais. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais été ça, c'est essayé beau. chez MMC à l'époque. Sauf qu'à l'époque, tu vois, 2012-2013, pour le dire, j'aimais déjà, en fait, la montre, mais j'avais juste pas le budget. Et à l'époque, elle coûtait 15 000 balles, Tu te rends compte? tu vois. Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Ça coûtait 15 000. Et moi, je me rappelle que quand j'ai acheté ma Pepsi, les Aquanautes, c'était 15 000. Bien sûr. Personne n'en voulait trop, tu vois. Ah, mais Et personne la Nautilus, elle était à 25. C'est ça. Et sur Chrono, tu pouvais mettre une alerte. Et l'Aquanote à 15, t'étais content, tu la vendais, hein, je te dis. Ouais. tout de suite, hein. Ouais. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est une montre, la Royal Oak fond bleu, que j'avais en tête depuis très longtemps. Ouais. Donc, du coup, j'ai été très bien reçu. Tu vois, on a discuté et on m'a dit, bah, écoutez, on va vous mettre sur une liste. La fameuse, la liste. Et qui était moins longue que maintenant, à mon avis. Ouais. Et du coup, quand je revenais à Paris, tu vois, je passais une tête, tu vois. Ouais. J'ai même pris un café, je crois, ou fait un lunch avec la personne qui m'avait reçu. Et T'étais rentré sans rendez-vous à l'époque. sans rendez-vous. Mais oui, mais out of the ça blue. aussi, il faut quand même le Les dire. portes étaient ouvertes. Parce ouais. que maintenant Ouais. tu rentres, les mecs te tendent une carte direct. Ouais. Tu fais, non, et, tu vas sur le truc, tu prends un rendez-vous, quoi. Et c'est pareil chez Patek. Ouais, c'est pareil, je sais pas. C'est triste. Et du coup, ça, tu vois, il y a des montres comme Journe, tu vois, j'adore. J'achèterai jamais une Journe, mais la boutique, j'aimerais y aller. Mais en fait, juste le fait de me dire, je vais aller à la boutique, on va me dire, il faut revenir, il faut prendre un rendez-vous, etc. J'ai dit, ok, j'y vais C'est pas, insupportable. tu vois. C'est tellement contre-productif de Bien sûr. passion, en fait, que Bien t'as sûr. même pas envie d'y aller. Et à l'instar, parce que c'est pas le cas partout, j'ai récemment fait une visite chez Vacheron Constantin, où j'ai été extrêmement bien reçu. Ils reçoivent très bien chez les Donc je pense qu'il faut le D'accord. dire. C'est vrai. Les vitrines sont... Déjà, c'est tellement plus une invitation, je trouve, quand tu vois déjà les vitrines sont toujours Ouais. magnifiques. Dedans, t'es super bien reçu. Et j'avoue que... Ouais, c'est vrai. Et puis, tu montres des pièces pour le plaisir de te montrer des pièces. Exactement. Parce que ouais, c'est marrant, parce qu'on n'en a pas parlé avant. Hein. Non, Mais on m'a sorti une pièce. Alors, j'ai pas la ref, mais tu sais, c'est la Vacheron qui était sortie. Je crois que tu avais un QP chrono avec le fond saumon il y a quelques années, un truc qui était assez épais, qui était juste sublime. Et le gars savait que j'allais pas l'acheter, Oui, mais oui, juste, oui. il voyait que j'aimais ce qu'il me montrait et il me l'a passé, je l'ai mis au poignet. C'est juste incroyable en fait, en termes d'expérience. Donc voilà, ils sont pas tous comme ça, mais chez AP, j'ai été très bien reçu, donc j'ai absolument rien à dire. Et du coup, liste d'attente. Tu vois, je fais mes années à Abu Dhabi, je rentre à Paris en février 2020, comme je disais. Et quelques mois après, je reçois le coup de fil. Le coup de fil. Donc en fait, si tu veux, c'était plein Covid. Il faut se rappeler du premier lockdown. C'est-à-dire que premier Covid, premier confinement, le monde s'était arrêté. Je veux dire, on ne savait pas ce qui allait se passer, on était incapable de dire ce qui Et on sera pensait 6 mois après. Et on pensait benoîtement que le monde allait changer grâce ou à cause de ça. Ouais, non mais t'as 100% raison. Prise de conscience et compagnie. Ouais. Sauf que voilà. Et maintenant, on sait où on est. Voilà. Et du coup, je reçois un appel qui peut paraître un peu lunaire aujourd'hui parce qu'on m'appelle, on a une 15500 fond bleu en boutique. Est-ce que vous êtes toujours intéressé? Et en réalité, je pense qu'ils avaient aussi appelé quelqu'un d'autre avant, un ou deux clients. Et c'est juste qu'il y a des clients qui étaient un peu, tu vois, refroidis par la situation sanitaire. Ouais, je comprends. Et avaient juste dit, c'est peut-être pas le bon moment de mettre 20 000 à Beaucoup de l'époque. gens étaient attentistes. Voilà. Ouais. C'était. C'est quand même une somme, Bien sûr. même si c'est moins cher que le prix gris. Ouais. Et du coup, je dis, mais ok, on y va. Donc, pour la petite anecdote, c'est très rigolo parce que tu vois, quand je dis tout à l'heure que le chemin, mais au sens propre, quand tu vas acheter ta montre, compte. Et je me revois, j'étais descendu au métro pour marcher un petit peu parce que c'était un jour, il faisait très beau sur les Champs-Élysées. De toute façon, tout le premier confinement, il faisait un temps incroyable. Exactement. Ouais, exactement. Et du coup, j'avais descendu, j'étais tout seul, à pied. J'ai descendu les Champs-Élysées
si tu veux, désert. Ah, Donc c'était presque une scène de film, quoi. C'est-à-dire que tu descends les Champs-Élysées, tu vas chercher ta Royal Oak et t'as rien. Tu croises personne. Tu vois, c'était incroyable. Donc du coup, voilà, je l'ai récupéré, super content. La transaction s'est faite de manière très smooth. Bouteille de champagne, ils t'accompagnent dehors ils te commandent un taxi pour rentrer chez toi, etc. Ils te mettent un sac blanc pour pas le sac après, tu vois, exactement. Même si, bon, pendant le Covid, il n'y avait pas grand monde dans les rues. Et donc cette montre, voilà. Donc là, j'avais une collection, si tu veux, avec mes 4 icônes. Et je pensais en avoir terminé. Tu dis c'est bon, j'y suis arrivé. J'ai ma GMT Master 2, j'ai ma Speed, j'ai ma Panerai et j'ai ma Royal Oak. Pour revenir à l'analogie de Fight Club, là tu te dis ça y est, j'ai mon sofa Ikea. Exactement. C'est bon, l'affaire du canapé est réglée. Exactement. Exactement. Et cette Royal Oak, en fait, tu vois, donc c'est un 41, avec un 500 bien sûr. Et c'est pareil, en fait, il y a eu 2 choses qui sont passées. Et c'est vraiment... ça m'aide beaucoup en fait pour la façon dont je construis ma collection aujourd'hui. Peu de temps après, j'ai quand même une prise de conscience du diamètre et j'ai trouvé que la 41 était aussi particulièrement grosse et bulky. Ah, elle est bulky, ouais. C'est exactement le terme. Elle est costaud et en plus, tu vois, bon, ça reste une montre qui est d'une certaine valeur. Et après, tu vois, c'est tout de suite le 2020, 2021, le marché qui explose. Donc, tu commences à voir que tu as une montre que tu as acheté 20 qui en vaut 4-5 fois le prix sur le marché gris. Donc, tu te dis... Que t'aimes qu'à moitié. Exactement. Et tu te dis, 100%. Je me sens pas confortable à la porter à Paris, parce que je vais me faire couper la main. Voilà, c'est sûr. 2, t'as un peu ce truc qui te dit, merde, si je fais une rayure dessus, ça fait chier. Ouais. Et c'est con, mais tu vois, surtout une question que je me suis jamais posée avec la GMT Master. C'est évident. Non, là, tu mets une rayure sur la GMT, elle est encore plus stylée. Exactement. Et 3, comment aussi assumer cette montre aussi à Paris au quotidien. Et je vais même rajouter un 4, et tu te dis, en vendant celle-là, putain, je peux me faire des kiffs sur d'autres montres incroyables. Exactement. Non, mais... Et en fait, du coup, elle est quand même restée dans la collection 2-3 ans, et finalement, elle est partie. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote aussi là-dessus, j'avais vu un mème qui m'avait fait assez rire. C'est, tu sais, quand il y a eu la Nautilus qui est sortie avec le fond vert. Ouais. T'avais des prix de marché à 300 000, des choses comme ça. Et j'ai vu un mème qui était assez drôle, où t'avais un mec qui portait la Nautilus fond vert, donc, et ça disait soit cette personne a réussi à l'acheter à 30 000 et il a une montre qui en vaut 300 au poignet, soit cette personne a acheté 300 000 une montre qui en vaut 30. Dans les 2 cas, cet homme est stupide. Alors bien sûr la vérité est un peu plus nuancée en réalité, mais j'ai trouvé que c'était assez et en fait si tu veux, pourquoi je te dis ça, parce que moi quand j'ai décidé de vendre ma Royal Oak, c'est que j'avais une montre qui était là au coffre, tu vois. Donc, et le coup de la rayure, moi c'est vrai que c'est un truc sur certaines montres comme ça. En plus elle absorbe les rayures, cette montre, c'est un truc de fou. Elle est très anguleuse à la serpe avec un brossé particulier. Et la lunette, t'es obligé, la plupart du temps, ils te la changent en fait chez AP quand t'as un truc. C'est même pas poli, ils la changent quoi. Ouais. Et je crois, alors je sais pas les prix de maintenant, mais en plus la lunette est évidemment extrêmement chère, évidemment en acier. Hein. Je crois que c'est 3500 ou 4000 à l'époque. C'est comme ça. Ouais. Les révises chez AP, c'est aussi. Ils font plaisir. Ouais. Ils se font vraiment plaisir. Et du coup, voilà, cette AP n'est pas restée dans la collecte, mais si tu me demandes aujourd'hui, j'ai toujours. Je l'ai eu et je l'ai toujours dans un coin de la tête, si tu veux, sur un diamètre plus restreint. Et je me dis que de l'acheter d'occasion, tu vois, t'as un peu ce truc de la première rayure qui est plus là en fait. Parce qu'elle a déjà été portée petit peu. C'est vrai. Et finalement, tu te prends moins la tête. Ouais. Je m'étais souvent fait cette réflexion sur les Rolex où soit j'achetais du neuf, quasi neuf, vraiment stické et compagnie. Mais quand tu l'as stické, quand tu l'as destick justement, tu te dis bah merde, pour repartir les mêmes, tu sais, tu te dis t'as perdu, bravo, t'as perdu 15% de valeur, tu vois. Et, ou alors quand t'achètes, j'avais acheté justement à un moment une 16710 il y a 15 ans, uniquement pour les voyages et pour faire le con, et j'avais acheté une 16710 qui était polie, plus de chanfrein, même le saphir avait un pet et tout. Je l'avais très 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 bien acheté et j'en avais rien à foutre quoi, tu vois. Et c'était parfait parce qu'elle avait malgré tout les caractéristiques d'une 16710. J'avais payé que dalle quoi, j'avais dû la payer 2000. C'était un truc débile quoi, tu vois. Et il suffisait, j'avais fait changer le saphir plus un beau polissage après, j'avais très 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 bien vendu puisqu'en fait tu la remets à neuf très bien sûr, Donc voilà. Et non mais c'est vrai que sur les montres comme ça, c'est fondamental en fait de comprendre est-ce que la montre est faite pour toi. C'est-à-dire que tu peux aimer la montre, tu peux la trouver objectivement belle, mais en fait juste sur toi, c'est pas une montre pour toi en fait. C'est un peu comme les looks en fait, tu sais. Exactement. Parfois tu vois des mecs ou des meufs dans la rue,
toi, tu portes ça, tu dis, mais laisse tomber. Tu dis, putain, ça va trop, trop bien. Toi, tu portes ça, t'as l'air d'un clown. Et vice-versa, d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Et c'est exactement pareil pour les montres. Il y a des montres qu'on aime bien, mais qu'on se verrait pas porter. Moi, j'ai des amis, quand on fait des soirées, ils me montrent des trucs, ils disent, putain, c'est vachement beau. Mais moi, ça me parlerait pas, tu vois. Bien sûr. Ouais. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Et je tiens juste à préciser une chose, c'est que j'ai pas du tout fait cet achat dans une logique investissement. Dans le sens, non mais je tiens à le préciser avant que les gens nous tombent dessus. 25 000 messages où tu vas te faire éclater. Exactement. Super, t'as des invités, Edouard, merci. Quoi. Non mais un investissement, c'est quoi? C'est-à-dire que tu investis dans quelque chose qui va soit te rapporter de l'argent de manière récurrente comme des loyers, soit tu vas faire un billet à la sortie. Ouais. T'as ça en tête dès le début. Je vois bien l'investisseur immobilier là, parce que j'étais en train de parler de ça il y a encore 2 jours à quelqu'un. On parlait de conseils. Je dis, de toute façon, soit tu prends maintenant, soit tu prends à la sortie. En général, soit c'est du patrimonial, soit c'est pour maintenant. Il y a deux options. C'est pareil. Et donc, ça voudrait sous-entendre que quand tu achètes la montre, au moment où tu l'achètes à l'instant T, tu penses déjà à la revendre. Ouais. Et moi, ça n'a jamais été le cas, en fait, si tu veux. Je pense que dans toute ma collecte, j'ai eu 2 montres neuves. C'est l'AP et une Submariner, dont on pourra parler un peu plus tard. Sauf que juste, toutes les heures que tu passes à écouter des podcasts, à lire des trucs, à regarder des vidéos YouTube, tu t'éduques sur le sujet. Donc tu te dis juste que ça te permet d'acheter des trucs au prix et de te dire, peut-être que si un jour je m'en lasse, je pourrais la revendre et le risque, finalement, mon exposition, elle n'est pas énorme. Et ça te permet aussi et surtout, et toi, tu vas aider aussi beaucoup de gens à ça. Moi, j'ai beaucoup de gens après ce genre de témoignages qui me le disent, de relativiser tout ça. Ta sub, ton AP, ta 15500 et compagnie, on pourrait se dire, putain, il a eu ça, ça y est, quoi. Enfin, tu peux te dire, je suis au sommet de l'Everest et c'est bon, quoi. Et en fait, pas du tout. Et en fait, je suis sûr que tu prends infiniment plus de plaisir. Tu as le big thrill avec ce que tu as acheté récemment. Bien sûr. Mais 1000 fois plus, en fait. Ouais. Parce que là, tu l'as, en fait, une fois que le chemin est fait, tu regardes ta montre, t'es content. Tu postes un truc, t'as le petit pic glycémique parce que t'as tes likes, mais bon, basta, quoi, terminé. Moi, je suis pas sur Instagram, je suis pas sur Facebook. Je dis ça en plus, c'est même pas quelque chose qui me touche moi, parce que moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. Ouais. Mais beaucoup de gens achètent ce genre de pièces pour ça, concrètement. Non, absolument. Et la charge mentale, en fait, d'avoir une montre qui est trop belle dans une ville comme Paris, je reviens un petit peu dessus une seconde, mais c'est vrai que de se dire, j'ai une petite breloque au poignet, qui est juste super sympa. Tout le monde s'en fout. Ouais. Les gens savent pas ce que c'est. C'est juste génial, en fait, parce que tu la portes juste pour toi. Tu vois, je prends l'exemple et tu peux en témoigner, mais maintenant, quand je viens sur Paris, là, je suis venu ce matin, je passe la journée, etc., comme je fais souvent ou 2 jours, là, j'ai mis ma petite série K 5303, quoi. Je me pose pas de questions, en réalité, tu vois. No-brainer. Ouais. No-brainer, le truc, quoi. Et Dieu sait que j'ai d'autres choses et compagnie, mais voilà, aujourd'hui, j'ai d'autres choses à m'occuper dans la journée que de me demander si on regarde mon poignet, mon machin, mon truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une charge mentale en moins qui est tellement cool qu'à la fin, si tu veux, c'est un peu comme le risk-reward, tu vois. Enfin, Bien sûr. Te dis, finalement, c'est pas mal, quoi. Et est-ce que tu ressens ça, toi, quand tu es du côté de Bordeaux? Mais tu sais, Bordeaux, c'est vraiment un mini Paris. J'ai beaucoup bossé à Paris pendant très longtemps. Une des plus grosses communautés parisiennes vit à Bordeaux. Il y a beaucoup de sièges de boîtes aussi qui sont à Bordeaux, qui sont importantes. Ouais, c'est donc vraiment dans le triangle d'or et dans le vraiment intra-rocade, qui est un petit peu intra-périph', si tu veux. Tu retrouves la même chose. Et c'est extrêmement... Tu as vraiment cette vie de micro-quartier. Enfin, t'as l'équivalence du Marais qui est un peu les Chartrons. Enfin, tu vois, tu retrouves tous ces petits trucs comme ça, ces microcosmes, pareil, cette vie nocturne et compagnie. Donc maintenant, tu sais, je dis pas qu'il n'y a pas trop de différence, mais c'est très parisien quand même. Et tu as même le week-end, la partie Ferré, Cap Ferré, où tout Paris, tout Bordeaux se retrouve dans ces coins-là. Donc si tu veux, qui est un peu le Deauville quand tu es à Bordeaux, quoi. Tu vois, vraiment, tu es dans ce même délire-là. Donc tu te retrouves avec des gens qui regardent beaucoup, une communauté. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui la commu, elle est importante. Et je fais une petite parenthèse, c'est pas pour rien qu'on fait aussi le Time Fest qui aura lieu les 15 et 16 juin. Mais ça, on va en reparler un peu plus tard. T'as vu cette perche? Merci, c'est bon. Tiens, je te ferai un petit bracelet gratos. Mais voilà, donc oui, on retrouve ça. Alors, peut-être un petit peu, après, tout dépend des quartiers où tu vas, c'est toujours pareil. Bien sûr. Selon les quartiers où tu évolues, dans Paris ou dans Bordeaux, tu te poses moins ce genre de questions, évidemment. Mais j'ai pas envie de me poser cette question en me disant, est-ce que si je passe par là, non, c'est bon. Ouais, voilà. Tu vois, donc il y a des montres finalement qui restent au coffre 99% de leur vie, quoi, aujourd'hui. Tu vois, je comprends. Tu vois le truc. Et je les adore pourtant. Voilà. Et d'ailleurs, la question se pose de plus en plus de dire, est-ce que je me sépare de certains trucs parce que finalement, ça changera pas grand-chose dans ta vie. Tu vois. Mais ça, c'est super intéressant en termes de la façon dont tu appréhendes la collection en elle-même, parce que
est-ce que tu collectionnes l'objet, c'est-à-dire que tu le portes pas, tu t'en fiches parce que tu as un objet, tu l'aimes, et comme tu pourrais avoir un tableau, en fait. Ouais. Ou est-ce que tu veux vraiment une collection faite de montres que tu portes au quotidien et qui vivent avec toi? Ben voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai réduit ma collection pour avoir uniquement des pièces que je porte au quotidien. Exactement. Et après, j'entends tout à fait que quand j'entends des gens qui ont 50, 60 montres, bah, eux, c'est plus une démarche dans l'objet et c'est absolument... De collectionneur. Voilà, de collectionneur. Moi, ces mecs-là sont des philatélistes quelque part. Exactement. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, aujourd'hui, justement, quand je porte plus une pièce, en fait, au bout d'un certain temps, je me dis, bon, écoute, ça sert à rien, tu la vends, quoi. Pas dans une optique de spéculation, mais en me disant, soit tu pourras te faire plaisir sur autre chose, avec une autre pièce qui te fera vibrer à nouveau. En plus, elle va faire vibrer quelqu'un. Bien sûr. Parce qu'elle fera plaisir, parce qu'en plus, c'est vrai que les gens me connaissent assez bien pour vendre des pièces toujours hyper propres. Enfin, moi, je source, on en parlera un peu plus tard, mais vraiment là-dessus. Donc, et puis, tu peux aller sur autre chose, un autre délire, un autre plaisir qui n'est pas de l'horloge aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Il y a plein d'autres trucs aussi. Mais voilà. Donc, là, tu commences à avoir une collection qui est pas mal. Donc là, j'en ai 4. À Paris. J'ai oublié un truc, un petit passage, en fait. C'est le Datejust. Ah, cool. 4-5 chiffres. Tu vas me tomber dessus. Tu vas me tomber dessus. Datejust 41. Jubilé. Je ne t'entends plus. Le micro a coupé. Lunettes cannelées. Ouais. Et donc, tu as été influenceur à un moment. Tu as vendu des formations. J'ai vécu aux Émirats. Oui. Est-ce que tu avais le t-shirt Ralph Lauren trop court disant lien dans la description? Pas rien de tout ça. Mais figure-toi que le petit surnom qu'on avait donné avec mon groupe de potes à cette montre, c'était la guirlande. Parce que t'as pas de diamant, mais c'est comme si, en fait. Parce que ça brillait vraiment de partout. Et je l'ai eu... Comme disait Poulvord, ça rutile comme un bordel. Belle expression. Et j'ai eu ça, en fait, je l'ai gardé 2 ans aussi. Toujours pareil, le reality check sur le 41, en fait, c'était un peu gros. Et arrivé beaucoup plus tard. Honnêtement, je me rappelle quand j'ai pris mon job à Paris, donc février 2020, déjeuner avec des collègues, j'arrive... À Paris, on en parlera peut-être plus tard, mais dans le milieu professionnel, il y a une approche particulière aussi au niveau des montres. Oui. Et je venais des Émirats où c'était complètement différent. J'ai ça au poignet et j'ai l'impression qu'à la table, tu vois, tout le monde avait des montres très, on va dire, basiques, des gens qui voulaient... Pas forcément des gens qui sont passionnés ou intéressés par les montres d'ailleurs. Et du coup, tu avais ça au poignet avec le jubilé, le machin et genre tout. Genre un petit Hermès, des trucs comme ça. Voilà, des petits trucs sympas, exactement. Des petits versos, tu vois, des trucs comme ça. Petite portugaise. Très chouette. Et j'avais ça au poignet, je me suis dit, mais merde, en fait, on voit que ça. Et j'ai senti un décalage, si tu veux. Jackie, quoi. Et ouais, mais vraiment, j'ai senti ça. Et j'ai pas de problème à le dire, en fait, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment de... comme je disais, le chemin, c'est se rendre compte aussi des erreurs que l'on a fait, qui nous permettent d'avancer. Et donc, j'avais ça au poignet, et je me suis dit, mais en fait, là, je suis en décalage. Et en fait, c'est un truc où je me suis rendu compte en vivant dans pas mal de pays, c'est que l'endroit où tu vis joue énormément sur tes goûts, mais ça peut être aussi sur les goûts vestimentaires, sur la façon dont tu t'habilles, sur les montres que tu portes, c'est vrai, sur les films que tu vas voir. Ton lifestyle, l'endroit et aussi ce que tu es et le job que tu fais. Selon les jobs que tu fais, tu portes pas les mêmes choses, etc. Et pour revenir et rebondir sur la Datejust 41, je n'ai strictement rien contre cette montre parce que, par exemple, moi, quand je vois parfois des gars qui portent ça, des mecs qui sont, par contre, une 41, il faut vraiment être grand, quoi. Ouais. Les mecs qui sont un peu baraques, qui ont des gros poignets, qui font 1m90, tu vois, qui sont un peu muscu testo et qui portent une Datejust dans certains pays et qui collent bien avec leur personnalité, mais ça leur va trop bien, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai, et je me dis, putain, elle est belle, tu vois, donc c'est aussi où tu es, ce que tu fais. Ouais, c'est objectivement bien exécuté. Je veux dire, ça reste du Rolex récent. La montre, il n'y a rien qui bouge. Elle est parfaite. Hein. Je veux dire, en termes d'exécution, c'est du très, très haut niveau. Bien sûr. Mais voilà, donc une autre montre que je n'ai pas gardée. Donc là, on est toujours donc là, j'ai... Mais t'as vendu ton AP ou pas, là? L'AP, je l'ai vendu, ouais. Non, mais je veux dire, là où on est dans la timeline, là, on est 2010. À ce moment-là, je ne l'ai pas encore vendu. Donc, j'ai eu un moment donné où j'avais, si je reprends Enfin, 2020, pardon. Ouais, si je reprends, donc j'avais mes icônes, c'est-à-dire que j'avais ma GMT, j'avais ma Panerai, j'avais ma Datejust. Alors, 41 certes, mais c'était quand même la Datejust sur le Rolex, tu vois. Bien sûr. J'avais ma Royal Oak et j'avais ma Speed. Et tout le monde en plus pensait, il y a quelques années encore, que la 36 était morte et enterrée. Hein. Absolument. Ah, oui, on pensait que c'était fini, c'est changement d'époque, quoi. Montre de femme. Voilà. À l'époque, c'était considéré le 36. Alors, tu sais, aujourd'hui, quand tu vois ma collection, tu rigoles quand je dis ça. Mais le 36, ouais, c'était connoté, alors que pour des raisons qui étaient complètement... Pas du tout. Tu regardes l'analogie vaut aussi. Zénith, quand ils ont sorti l'El Primero, quand ils ont sorti la Chronomaster en 38, elle était pour vraiment les geeks et pour le marché asiatique. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était vraiment terminé, tu vois.
Donc, tu as ces montres-là, tu la vends, ta Royal Oak, tu la vends à un marchand, je suppose. Comment tu fais? Parce que c'est quand même une somme. Ouais, alors là, Parce que là, impossible de vendre ça en direct. pas la peine. Le Alors, pourquoi sur le parking, sur le parking du Carrefour Market à 23h30. Non, de manière générale, j'ai eu l'occasion de vendre pas mal de montres quand c'est des petites montres, tu vois. Moi, j'ai deux types de montres dans ma collection. Enfin, aujourd'hui, l'écart, c'est un peu resserré, en fait. Si tu veux, j'avais soit des montres qui avaient un certain prix, soit vraiment ce que j'appelle des breloques, des petites montres auxquelles tu t'amuses. J'ai eu une petite Universal Genève White Shadow. Je l'ai acheté, je l'ai porté un petit peu, je l'ai revendue parce que je la portais plus. Terminé. Là, c'est des no-brainers aussi. Tu peux en vendre ça facilement. Nous, on appelait ça affectueusement des drouilles, en fait. Ouais. Tu vois, des trucs. J'aime bien le terme. C'est joli, c'est mignon. Ça n'a pas une valeur marchande folle, mais tu la kiffes bien et tu prends un kiff à la porter. Incroyable. Exactement. Bah, là, justement, je t'en ai ramené une qui est un peu dans ce style-là, dont j'ai fait l'acquisition récemment. C'est une Tissot Seastar, années 70, cadran tonneau, panda inversé. C'est un Lemania à l'intérieur. Et 35. Donc, on parlait de la 36 d'Edgest. C'est un 35. Et pareil, sur un bracelet. Sur un petit boni lézard. Je suis pas sponsorisé. J'ai pas de réduction chez Joseph Boni. C'est juste qu'il s'avère que j'ai plusieurs montres sur des bracelets. Ça va tellement bien. Ça va tellement bien. Et voilà. Et ça, c'est pareil. C'est une montre qui coûte pas cher, avec laquelle tu peux vraiment t'amuser. Elle est trop belle. Et voilà. On mettra en photo tout ça, bien sûr, comme d'habitude. Elle est très belle. Elle est neuve de stock ou quoi, cette montre? En fait, j'ai acheté à un collectionneur qui était en Autriche. Donc, j'ai acheté ça à un particulier. Et elle est dans un état. Et tout. Elle a même elle a encore. Elle a encore le sticker derrière. Le sticker derrière et tout doré. Qui a 50 ans. Hein, le connard qui décroche, tu sais. T'avais jamais des mecs comme ça. Tu allais, ils te disent attends, sur les Rolex, il y a encore le sticker vert. Qu'est-ce que tu fais? Elle est très belle. D'ailleurs, il destick maintenant, systématiquement, quand tu fais les achats. Alors certains, tu peux arriver mais bon, globalement, ils destickent, ce qui est très agaçant, en fait. Et même, ils veulent pas te donner certains tags. Moi, à chaque fois, je dis, mais laissez-moi tous les tags, tous les trucs et tout. Ils veulent pas tout te laisser maintenant aussi, ce qui est assez pénible. J'ai eu, si on parle de ça 5 minutes, j'ai eu une expérience justement d'achat, je te disais précédemment, les 2 montres que j'ai eues neuves dans ma collection, c'est la Royal Oak et la Sub, et le reste, c'est que de l'occasion. L'expérience, je parlais de l'expérience d'achat chez Audemars, qui a été très sympa, très bien. Je lis des choses parfois, des gens sont plus nuancés. Moi, je tiens à le dire, il faut le dire quand ça va bien. J'ai une expérience chez Rolex. C'était, alors c'est rigolo, quand j'étais à Abu Dhabi, je peine à refaire, j'ai beaucoup voyagé, donc je peine des fois à refaire un peu les années. J'avais rencontré un autre expat qui était français. Lui, il était dingue de Rolex. Mais quand je te dis dingue de Rolex, il y en a quelques-uns. Il avait un tatouage avec la couronne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il était vraiment dingue. Et lui, son truc, c'est qu'il les avait toutes. C'est-à-dire qu'il devait avoir 3 Daytona. Il voulait vraiment les aligner, toutes. Et la vérité, c'est que quand tu vis aux Émirats, la vie est beaucoup plus calme que ça peut être à Paris, à New York, à Londres. Et en fait, tu as beaucoup de temps libre. Donc, à un moment donné, il faut s'occuper. Si tu aimes faire du sport en extérieur, c'est quand même compliqué 8 mois dans l'année. Parce que tu vas courir dehors, faire du vélo, c'est juste pas possible quand il fait 42 il fait une chaleur avec 90% d'humidité. Bon. Et du coup, tes activités principales, c'est... tu as le Louvre, tu l'as fait une fois, Abu Dhabi 2 fois, voilà. Et sinon, tu marches dans les malls. C'est un petit peu c'est le sport national. Voilà, au Moyen-Orient, et tu manges. Parce qu'il y a beaucoup de restos. Les malls sont incroyables. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est assez limite, quoi. Mais du coup, c'est une société, vraiment une société de consommation. Et ça te pousse beaucoup. Et du coup, tu as le temps de te dire... quand tu as beaucoup de temps, forcément, tu vas passer un peu plus de temps sur Internet, tu vas commencer à regarder les montres, etc. Et donc, la deuxième montre que j'ai eue neuve, c'est ma Submariner chez un AD. Donc, je l'ai acheté prix retail, si tu veux, à Abu Dhabi. Et justement, vu que j'avais un peu de temps, tu vois, je m'amusais à appeler de temps en temps, j'en suis où sur la liste, est-ce qu'elle existe vraiment cette liste, etc. Et pareil, un jour, c'est pas eux qui m'appellent, c'est moi qui les appelle pour dire j'en suis où. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit plus ou moins... attendez, il y en a une, mais je sais pas si c'est pour vous, etc. Tout ça en anglais, bien sûr. Et je dis, attendez, je finis à 17h, j'arrive. C'est stress. Tu vois? Donc, j'y vais, je suis avec mon épouse. Et en fait, tu vois, l'expérience d'achat a été vraiment... Et ça joue énormément, j'en parlais précédemment. Si tu veux, ils m'ont emmené la montre, mais c'était limite, il fallait chuchoter dans le magasin pour pas que le client derrière voit qu'il y a des Submariners en fait en stock et qu'il en vende une aussi. Mais vraiment. Ça m'étonne pas. Et c'est-à-dire que j'ai même pas eu... Tu vois, quand il m'a amené la montre... Il me l'a amené, tu sais, dans les petites boîtes de transport en plastique. Ouais, très bien. Donc, elle est arrivée là-dedans. Tu te dis, c'est quand même une somme, tu vois. C'est à l'époque. Comme les Patek dans les petits boîtes en carton. Là, voilà, c'est ça.
Ouais. Tu dis, je sais pas, fais-moi un mini cérémonial. Là, je demande pas, tu vois, ça tapis compte, rouge. ça compte. Mais la juste, forme. tu me l'ouvres d'une manière sympa, etc. Là, j'ai même pas vu la boîte, etc. Et tu avais l'impression de faire un coup. Ouais, En fait, ouais. t'as l'impression de partir Ouais, avec la je montre, comprends. tu vois. Et en fait, ça joue, ça te, C'est fou quand même. Hein. On parle d'une Rolex Sport en acier, quoi. ouais, tu vois. À 12 000 balles, enfin, ça va, quoi. Et du coup, l'expérience d'achat a été beaucoup moins bonne. Et donc voilà, je voulais juste partager ça avec toi. C'est important. Et c'est vrai, comme tu dis, dans le milieu pro, parce que tu me l'as pas mal dit quand tu m'avais drafté tout ça, je trouvais ça vraiment intéressant, la différence. On n'en parle pas assez, je trouve. C'est vraiment selon où tu vis, selon ce que tu fais, etc. Et je pense que si tu étais encore à Abu Dhabi, si tu étais encore à Londres, alors à Londres, on n'en parle même pas, parce qu'au niveau vol de montre et Ouais. compagnie, c'est les champions, malheureusement, tristement célèbres. Tu n'aurais peut-être pas la même collection qu'aujourd'hui, certainement. C'est certain. C'est sûr. Tu vois, une petite Tissot Ouais, c'est exactement Star, ça à quoi je pensais. vintage à Abu Dhabi, tu vois, non. C'est pas la peine, tu vois. si jamais tu portes ça là-bas. Quoi. En plus, ton bracelet lézard au soleil et tout, enfin bref, tu vois. Tu dis fois ouais. plus parce que c'est humide, donc ta montre elle est même pas adaptée. Exactement. Tu la flingues en fait. Donc, non, et dans le milieu pro, c'est rigolo parce que tu as vraiment plusieurs options en fait. Quand tu es aux États-Unis, si tu veux, tu as pas mal les gens qui sont avec des montres connectées. Alors ça, c'est un peu le truc facile parce que tu vois, là-bas, ils veulent en montrer le moins possible. En fait, ils veulent vraiment garder la sphère privée. C'est-à-dire que les gens s'invitent pas trop à la maison pour faire des dîners, des choses comme ça. Tu vois, tu as vraiment le boulot et après, tu déconnectes à la vie de famille. c'est très comment dire, pas policé, mais comment dire, je voyais ça sur la côte ouest, etc. C'était vraiment les invitations à un barbecue, c'est fait comme ça, c'est tel type, tel strate d'amis, mais en fait, c'est pas vraiment des amis. Enfin, tu as vraiment un truc qui est très policé là-dessus. Beaucoup de gens aussi, tu me parlais de la montre connectée, qui aussi, en termes de fringues, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, le fait qu'ils portent toujours la même chose pour vraiment le matin pas se faire chier. Ah quoi. ouais. Et moi, je suis un peu dans ce délire-là maintenant, de plus en plus. C'est-à-dire vraiment, c'est une charge en moins, si tu veux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah quand t'es à Manhattan, Midtown, si tu veux, t'as un peu l'uniforme avec, tu sais, le petit gilet de trader là. Ouais. Tu vois, tous les mecs qui sont appelés pareil en fait. T'as le petit gilet de trader avec la chemise en dessous, le petit gilet Patagonia ou autre, Exactement. le pantalon de costume, pas de veste et des chaussures. Allez, assez souvent un bout carré. Et une montre connectée. Et en fait, la montre connectée, c'est juste parce que ils ont juste pas envie forcément de. C'est des gens qui parfois, et même souvent aussi, aiment les belles montres, ont des belles montres à la maison, mais ils veulent pas les mettre au boulot. Ouais, c'est vrai. Euh, C'est assez scindé, ouais. voilà. Et c'est marrant parce que ça, tu le vois aussi avec les bagnoles. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé, quand je travaillais à Luxembourg, typiquement, c'était un cabinet d'avocats. Tu te garais dans le sous-sol, tu avais les associés, donc tout le monde sait qu'ils gagnaient bien leur vie. Mais les voitures étaient pas folles, en fait. Et c'était toujours ce petit côté low profile que tu as avec les montres, avec les bagnoles aussi. Ouais. Et les gens avaient des belles bagnoles, mais c'était pour le week-end. Ouais, Et c'était, mais si j'ai une trop belle bagnole, une trop belle montre, bah, ça va peut-être être plus dur de lui dire non quand il va me demander une augmente. C'est un peu cette mentalité, en fait. C'est vrai. Après, là-dessus, tu as toujours eu les deux écoles, où que tu sois. Ouais. En France, c'est un problème d'avoir une belle caisse. Hein. Absolument. En France, c'est pour l'avoir vécu, maintenant, je fais... Comment dire? Je suis assez là-dessus, c'est-à-dire je scinde pas mal, si tu veux. Mais c'est vrai que quand tu vois, tu as une belle bagnole, tu vois le regard des gens qui est différent, tu vois des regards haineux sur certains trucs. Tu le vois beaucoup moins dans d'autres pays, mais c'est vrai que ça joue quand même beaucoup. Ouais. Et la montre, parfois tu dis, je m'évite ça. C'est-à-dire si je porte pas... parce que pour revenir sur Rolex, tu as beaucoup de gens qui connaissent Rolex de l'extérieur sans le connaître vraiment et qui ont cette image, tu sais, de spéculation, de Séguéla, enfin, tu vois, les grosses mailles à la con que tout le monde sort depuis 10 ans. Séguéla, il a fait beaucoup de mal avec sa citation quand même. Ouais, et puis Sarkozy avec le Daito trop grand. La gourmette. La gourmette, enfin, c'est toutes ces conneries, si tu veux, qui font qu'à la fin, il y a eu cette image qui est indécrottable pour certains, pour ceux qui n'ont pas creusé finalement, tu vois. Ouais. Et ce fait que moi, c'est plutôt ça que j'avais du mal à assumer. Et même quand tu portes du vintage, même sur une vieille sub par exemple, mais là, t'as des gens, c'est une sub en fait. Ils font pas la différence entre céramique, céramique, machin, c'est pareil quoi. C'est une Rolex. Non, mais c'est une Rolex. C'est un microcosme, les gens qui vont être capables de te dire c'est une sub. Nous, on adore ça, on est passionnés, et donc bien sûr, on voit ça tout de suite. Mais pour 99,99% des gens, c'est une Rolex terminée. Et une Datejust qui pourtant est le ticket d'entrée pour beaucoup de gens, et même plus cher. Tu vois, une Datejust lunettes cannelées qui rutile, comme on disait, c'est pour beaucoup de gens encore plus cher que la sub, parce que ça brille dans tous les sens, quoi. Ouais, tu vois, alors qu'au final... Et moi, c'est ce qui me frappait quand j'achetais mes petites Datejust à 1800 balles, à l'époque. Je me disais, mais putain, mais j'ai une Rolex qui est incroyable, avec une lunette en or blanc. Ouais. C'est un truc de fou. Et elle coûte même pas 2000 balles, quoi. Ouais, c'est clair. Avec ce jubilé. Mais bon. Et là, moi, dans le monde professionnel, je vois beaucoup de Moonswatch. Parce que la Moonswatch, c'est un peu la montre, si tu veux. Ça veut dire que tu aimes bien un petit peu les montres, quand même, tu as une petite sensibilité. Ouais. C'est un petit clin d'œil. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Exactement. C'est un petit lifestyle. Et tu vois beaucoup en voyage aussi. Où tu as beaucoup de gens, parce que
on a l'œil qui s'est fait. Toi, tu as voyagé, moi, j'ai vu beaucoup de gens aussi. Et c'est con à dire, mais tu vois des gens qui ont de l'argent, vraiment. Ça se voit. Ça se voit. Bien Quand tu vois des gens qui sont en vacances dans certains endroits, tu vois qu'il y a de l'oseille avec une moonswatch, tu vois que c'est quelqu'un qui juste a pas envie de se faire chier en vacances, exactement. mais qui aime les montres quand même. Et tu le ressens. Tu vois, c'est ça que j'aime bien dans cette pièce. Et avant, tu avais ce petit truc aussi avec la Swatch, c'est-à-dire que tu voyais des gens très haut placés dans la hiérarchie de n'importe quelle boîte. Et justement, la petite Swatch, c'était pour casser un peu le truc volontairement. Exactement. Genre, oui, je suis le boss, j'ai une belle voiture, machin, mais j'ai ma petite Swatch au poignet. Et maintenant, ça a été remplacé, je trouve, par la Moonswatch, parce que c'est un truc un peu facile. Et ce qui est encore plus vrai, je trouve, avec la Moonswatch, c'est, soyons honnêtes, le bracelet est dégueu. Ah non, mais il faut changer direct, laisse tomber. Et juste le fait de changer de bracelet et de mettre un petit natto, là, tu te dis, OK, bon, bah, le mec, il a quand même fait l'effort d'aller changer son bracelet. Et ça veut dire qu'il a quand même un petit truc pour les mecs. Franchement, les 2 Snoopy noires et blanches, honnêtement, je suis pas à la base pas client de ça, mais je pense que je m'en prendrai une parce qu'elle est quand même jolie dans Snoopy. C'est rigolo, hein. Ouais, elle est sympa. Franchement, elle est sympa. Tu vois, et pourtant, les premières moutures avec les planètes, j'étais pas du tout client. Et les couleurs, la plupart, j'ai trouvé assez dégueu, en fait. Enfin, ça me parlait pas, si tu vois. Tu vois, le vert et compagnie. Mais je trouve que les 2 Snoopy, quand même... elles sont coquines. Elles sont coquines, elles sont mignonnes, quand même. Elles sont coquines. Moi, justement, j'avais pris aussi la Blancpain Swatch. Oui, et là, un peu dans ce registre-là. Ouais, et là, pareil, je me suis rendu compte que je la portais pas et je l'ai refilé à un pote. Mais moi, j'ai la Moonswatch Mars, Mission to Mars. D'accord. Qui est une des plus jolies, je crois. Hein. Ouais, qui est plutôt sympa. C'est un fond blanc aussi. Et c'est vrai que je la porte avec un atto rayé, tu sais, gris et noir. C'est trop beau. Et quand tu vas en vacances, tu n'as quand même pas l'impression de venir avec n'importe quoi. Parce que tu as les codes, tu retrouves ces encelires, c'est joli quand même. Et tu sais que tu t'en fous. Tu te prends pas la tête, en fait. Tu te prends pas la tête, quoi. Mais c'est léger, c'est facile à porter, quoi. Ouais. Et étrangement, à la fin de l'année, tu vois, je fais pas les calculs, je fais pas de tracking, mais je pense qu'en termes de temps au poignet, la Moonswatch a quand même pas mal de temps. Tu te rends compte ? C'est rigolo, hein. Ouais. C'est marrant. Et alors moi, je la trouve. Je te dis, je pense que je prends une petite Snoopy parce que voilà, elles sont assez cool, etc. Mais moi, j'ai un petit peu ce phénomène-là aussi, notamment, et les gens le savent, avec les OW par exemple, tu vois. Ouais. C'est des montres très faciles à porter. Tu es sûr que tu vas pas te faire emmerder parce que voilà, c'est étanche, tu peux aller partout. C'est un vrai char d'assaut. C'est précis, c'est joli. Enfin voilà, donc et ça ressemble à rien d'autre. Et c'est un peu une montre. Alors, c'est pas du tout le même délire, attention. Mais non, parce que là, pour le coup, t'as une vraie montre. Je compare absolument pas. Je parle de la façon de la porter. Bien sûr. Pas de prise de tête. C'est robuste. Mais quand tu vois un mec qui porte une OW, un truc comme ça, tu sais que c'est pas un gars qui s'en fout. Il n'est pas tombé dessus par hasard. C'est le problème. Un peu digué quand même. Tu vois, tu comprends que. Pareil pour ZRC. Enfin, c'est des marques où tu vois, c'est des gens qui vont quand même aller chercher. C'est rigolo. Quand j'ai acheté mon dernier bracelet chez Joseph Bonnier, j'avais quelqu'un qui essayait une série K, un petit jeune, et qui disait là, j'hésite, c'est pour cet été, j'ai envie de me faire plaisir, etc. Et j'hésite entre ça et une ZRC. Et tu te rends compte qu'en fait, tu vois, sur ce type de marque, c'est un petit peu la même clientèle aussi qui est un petit peu intéressée par les mêmes types de montres, même si elles sont très différentes. Mais Serica, trop facile à porter, c'est trop bien. Enfin, pareil. Non, mais, moi, j'aime beaucoup le fond marron là qu'ils ont sorti. Oui. La chocolat, en fait. Elle est très chouette. La 8315 de la GMT, qui est incroyable. Même la file qu'ils ont ressortie, elle est pareil, en termes d'exécution, c'est très sympa. C'est très beau. En termes de précision, moi, j'ai la version Cosquet de la 5303, c'est redoutable. C'est réglé vraiment très très bien. Donc tu continues là-dessus et donc finalement la Seamaster elle arrive plus tard alors. La Seamaster c'est une version au début, tu vois. Elle arrive assez tard et c'est rigolo parce que on revient souvent à ses premiers amours en fait en termes horlogers. Je te disais que j'ai ce petit truc avec la Royal Oak qui est jamais vraiment parti. Et en fait ça la Seamaster, donc là on parle pour les gens la Seamaster professionnelle, je l'appelle la GoldenEye parce que c'est celle qui portait dans le film GoldenEye. Ouais, tout à fait. Donc quartz. Oui, c'est ça, exactement, bien sûr. Après, il est passé à l'auto. Exact. Et je crois que, sauf erreur de ma part, c'est sur ce film-là qu'ils sont passés de Rolex à Omega. C'est dans la oui, puisque c'est à l'époque, justement, c'est Biver qui a instillé ça. Et c'est là qu'ils sont tombés. Et c'est la première qui est apparue. Exactement. Est-ce que c'est dans celle-là qu'il a la Z8 le BM Z8 Je sais plus. On demandera aux auditeurs. Je sais plus. Vrai sujet de la Z8 aussi. Putain, quelle caisse. C'est un quartz, tu vois, et je suis revenu au truc, et c'est rigolo parce que celle-ci, je l'aime beaucoup. Alors forcément, en termes de budget, c'est correct parce que ça reste un quartz. C'est pas une montre qui est en demande élevée, tu vois, voilà. Et on achète les montres souvent pour des raisons bien personnelles. Moi, si tu veux, je suis né au milieu des années 80, génération jeux vidéo, tu vois. Donc PlayStation 1.
Nintendo 64, je sais pas si ça te parle. Je sais pas si tu jouais un petit peu. Bien sûr. GoldenEye, t'as joué un petit peu sur Nintendo 64. Pote, ouais. et moi, tu vois, dans ma jeunesse, j'étais un dingue de jeux vidéo. Et GoldenEye, c'est vraiment un jeu que j'ai poncé. Ouais, tu vois, qui a fait un carton. Mais t'avais ce truc où tu pouvais jouer avec tes copains. T'avais l'écran qui se splittait en 4. Ouais, exact. Tu vois, donc chacun avait sa manette. Exact. T'avais 4 ados qui étaient là en train de jouer. Et j'adorais ça. Et je pense que j'ai passé beaucoup plus d'heures là-dessus que sur le film. Le film, j'ai dû le voir 2-3 fois, mais je le trouvais excellent aussi. Le graphisme était quand même très bon pour l'époque. C'était sympa, ouais, franchement, c'était génial. Et nous, on faisait ça avec un vidéoprojecteur, tu vois. Ah ouais. C'était fabuleux. Bon, après, on éteignait la console. Hop, il fait nuit. Et en fait, tu vois, c'est vrai que du coup, j'ai ce truc avec GoldenEye, en fait, depuis cette génération, ça me fait penser un peu à cette période-là de ma vie, en fait, si tu veux. GoldenEye, tu vois, Pierce Brosnan, je trouve qu'il incarnait très bien James Bond. Vraiment le flegme anglais, tu vois. Très controversé au départ, quand même, par les puristes. Hein. Mais c'est souvent le cas. Daniel Craig également. C'est toujours comme ça. Maintenant, c'est quand même. Mais Roger Moore avait été très controversé aussi. Moi, Roger Moore, par exemple, c'est un de mes James Bond préférés. Assez controversé là-dessus, mais je trouve qu'il a un peu ce côté justement flegme, un peu pince sans rire comme ça, élégant mais machin, et je trouvais ça cool. Absolument. Et Pierce Brosnan, on prend ça. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai envie de me faire plaisir. Et c'était une manière, je pense, indirecte de revenir à ma toute première montre, je crois, au début de l'épisode, qui était la planète Océan, ou encore James Bond. Mais là, j'avais un truc qui me rappelait un peu plus ma jeunesse. Voilà. C'est pas mal. Hein. Et ça, c'est pareil, c'est une montre, tu vois, je la mets sur NATO. Tu feras peut-être des photos tout à l'heure. C'est rigolo. C'est 97, je crois. Oui, c'est ça. Ça commence à dater un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. Et pareil, c'est un peu une no-brainer, tu vois, quand on parlait de voyage. Honnêtement, je pense que beaucoup de gens ont un rapport particulier avec le quartz, dans le sens où, bien sûr, c'est pas aussi noble en termes de mécanisme, etc., qu'une montre automatique, bien sûr, mais une montre quartz dans sa collection, c'est quand même sympa. Ah, c'est trop bien. Ah non, mais alors 100%. C'est-à-dire que tu te réveilles le matin, tu te prends pas la tête de savoir est-ce qu'elle s'est arrêtée, surtout quand tu changes souvent. Il y a des matins, t'es pressé, tu veux quand même un truc un peu cool. Exactement. Tes montres sont plus à l'heure, certaines sont au coffre, t'as pas envie de t'emmerder. Ouais. Tu prends la montre, ça marche, c'est précis, c'est bon, quoi. Ouais, et c'est parti, quoi. Et c'est trop cool. Ouais. Et ça, c'est vraiment une montre que je trouve très chouette. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de diamètre. Mais dans un certain budget, finalement, le diamètre, après, tu regardes et tu te dis, bon, finalement, sur mon poignet, celle-ci, je la trouve qu'elle passe bien. Et c'est vraiment un ressenti. Ouais. Et en plus, sur un NATO, ça a tendance... C'est vrai qu'on parlait du bracelet de la Seamaster qui est un peu costaud sur celle-ci. Mais là, avec un petit NATO, ça se marie très bien et c'est vraiment très chouette. Et les diamètres sont faussés en plus, comme je te disais, et sur la Seamaster et la Speed, parce que tu prends, elle existe en 38, la Seamaster aussi. Ouais. Tu prends la version plus petite, elle fait rikiki pour ouais, exactement. Là, elle est même pas belle, elle est ridicule, les proportions ne vont pas. C'est ça, en fait, c'est une question de proportion par rapport à l'objet de la taille. La lunette paraît grosse, un peu à l'instar de la 15, justement comme la 15-300, que je trouve un peu pareil, pour revenir chez Audemars. Mais alors que là, finalement, tu vois, le diamètre va très bien sur celle-là, avec les encelures, avec les cornes. Je pense que le diamètre doit en effet être adapté à l'usage initial de la montre. Et là, tu vois, tu 100%. Parles d'une plongeuse, un peu une baroudeuse. Relativement plate. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est 1003 max? Ouais, je l'avais payé un petit peu plus. Je l'avais en full set, un peu en dessous de 2000, 1007, 1008. Ah, je pensais que c'était un peu moins. Ouais. D'accord. Ouais. Il me semble, j'étais resté peut-être sur d'anciens prix. C'est pas une montre que j'ai digué à mort. Ouais. Et je pensais qu'on était autour de 1005. Voilà. Mais ok. Mais c'est intéressant. En plus, c'est du bon quartz. C'est bien foutu. C'est bien fait. Non, c'est un tracteur. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Avoir un quartz dans la collection, c'est trop bien. Ouais. Faut pas bouder le quartz. Ok. Donc tu fais ça. Là, on est à quel moment là? C'est récent là. Super avec les années. J'aime bien savoir ça. La timeline. Honnêtement, la Seamaster, je pense que je l'ai acheté un peu sur un coup de fusil où je me suis réveillé un matin, je me suis dit allez, j'ai envie de reprendre ça. Et parce que justement, je pense que j'avais encore avoir la Royal Oak à l'époque. Et ça m'énervait d'avoir des montres que je portais pas en fait. Et je me suis dit, je veux une montre que je peux porter, je m'en prends pas la tête. Donc ça, je pense que je l'ai acheté, tu vois, on est en 2024. Ouais. J'ai dû l'acheter, j'étais déjà rentré à Paris. Donc c'est 2020, 2021. Ouais, d'accord. Je pense que c'est une montre que j'ai dû acheter pendant le premier confinement parce qu'on avait beaucoup de temps. Je me rappelle que le premier confinement, j'ai passé un temps, mais dingue. Si j'avais eu des idées de business, ça aurait été sûrement plus productif. Mais à m'éduquer, à lire un peu sur les marques, les choses comme ça, acheter les livres. Ouais. Tu vois, j'ai une bibliothèque à la maison où j'ai des livres quasiment avec chaque marque et tout. Et
et j'adore ça. Donc ouais, je pense que c'est le monde Covid, confinement. C'est le monde Covid. J'aime bien. D'accord. Donc là, tu continues comme ça. Tu te calmes un peu ou tu... Bon, remarque, t'as pas été non plus hyper excité. Ça va, hein, globalement, hein, je trouve. Hein. Non, ça va. Et en fait, maintenant, tu vois, si tu veux, je suis vraiment dans une démarche où quand quelque chose rentre dans la collection, j'essaie de rationaliser un petit peu. Parce que je veux pas... Là, tu vois, j'ai une collection qui est de taille, on va dire, raisonnable, puisque je pense que j'arrive... Si je compte pas les Moonswatch, les toys, entre guillemets, oui, bien j'arrive à 9-10 montres, tu vois. Et en plus, là, il y en a 2-3 là dont tu nous as pas encore parlé qui sont plutôt cool. Les 3 dont tu nous as pas encore parlé, j'ai hâte que tu nous en parles. Tu veux commencer par laquelle? Écoute, parlons de celle-ci un petit peu. C'est une Patek Calatrava 5107. 5107G. Donc ça, elle a une signification particulière pour moi parce que je l'ai acheté pour la naissance de mon fils. Donc il y a 2 ans. Et en fait, 5107, c'est vraiment Patek début des années 2000. Ouais. Donc les formes... Très caractéristiques du début des années 2000. Exactement. T'as cette histoire de petite protège-couronne qui est très rigolo sur une montre habillée. Ouais, c'est marrant. Ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est que la lunette est vissée. Donc c'est assez rigolo sur une montre qui est quand même une montre habillée à la base. Ouais. Et ce qui est sympa, c'est que ça, c'est non. Donc Patek Calatrava, ça a un certain prix, mais ça passe sous le radar. C'est-à-dire que tu portes ça, t'es pas, tu vois, c'est pas une montre qui crie un peu comme une Datejust. Franchement, tu vois pas. Enfin, c'est poignet, très fin. C'est hyper discret. Ça passe sous la chemise, ça passe sous un pull. C'est de l'or gris. Ouais. Donc pour 99% des gens, c'est de l'acier. Bien sûr. Quand on connaît un petit peu, après on voit que c'est de l'or gris. Et 37 mm, donc un diamètre parfait. 37. Ouais, je pense que pour moi, c'est le diamètre. Pour un poignet de 17, ouais, c'est juste. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Chaque chose est vraiment personnelle. Pour moi, c'est vraiment le diamètre parfait. Ça me fait penser à, je sais pas si tu as vu cette vidéo de Dinky récente avec John Mayer et Ed Sheeran. Oui, la collection. Ouais. Et tu avais John Mayer qui disait en anglais I want to live in a 37 mm world. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que c'est vrai qu'en fait, on revient à cette taille-là qui est un peu la taille, toi, typiquement, chez Tudor. La Black Bay 54, moi je trouve que la taille est nickel. Et tu prends, voilà, pour moi, 37 en 3 aiguilles, je parle au global, hein, c'est un peu grosse maille, mais et 38-39 en chrono, la messe est dite, quoi. Ouais. Voilà, pour moi, alors là, je suis 100% d'accord. Parfait. La Reduce 139. Moi, j'ai une Speed 60e anniversaire, donc une réédition de 29-15, donc 11 droite, aiguille Brodaro, etc. Elle fait 39 mm. Mais c'est parfait. C'est juste parfait, tu vois. Et avec un petit Uncle Strap, on va dire maintenant, Flatling dessus, c'est juste nickel, quoi, tu vois. Mais elle est très belle, hein. Franchement, ce cadran un peu grisé qui est très beau. Et c'est marrant, ça fait comme tu dis, ce protège-couronne. Et ça, je trouve ça, j'adore, en fait. C'est tellement cool, quoi. C'est tellement cool. Et je trouve que, alors ça, c'est peut-être juste moi et le regard que j'ai sur cette montre, mais je trouve que pour une montre habillée, elle a presque un petit côté sportif. Ah, mais grave. Tu vois, complètement. Avec la lunette qui est assez épaisse, assez très large. Ouais. Le protège-couronne, et elle est quand même. Ouais, elle fait pas sport, mais c'est une habillée que tu pars en week-end à la mer, t'as oublié de changer de montre, c'est pas très grave, quoi. Exactement. Alors, le but, c'est pas aller se baigner avec un alligator et compagnie. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas comme si tu portais une montre non étanche, etc., etc. Non, elle est vraiment cool. Et encore, elle est sur alligator. Donc, j'ai mis un alligator bleu, mais j'ai pour projet de mettre un petit veau grainé. Dessus pour la rendre encore plus un peu plus, tu vois, un peu moins de dress, un peu plus casual, quoi. Ouais, un peu plus casual. Non, franchement, elle est très très belle. Je l'ai pas remise en boucle, mais t'inquiète. Très cool, très puis plate juste ce qu'il faut. Elle fait combien d'épaisseur, celle-là? Je saurais pas te dire, mais tu vois, elle est très plate. C'est encore à peu. Alors attention, je mets disclaimer. C'est encore à peu près abordable, parce que sinon on va me dire mais donc t'es fou. T'es quoi? T'es dans les 23-25? Ouais, un petit peu moins. Moi, je crois que j'ai eu 21, 22. Ouais, plutôt pas très loin. Ouais. Mais c'est une belle pièce. Non, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est pour quelque chose qui sert à rien. On est tous d'accord. Mais bon, une Patek, chez Patek 21, 22, c'est quand même très correct. Bien sûr. Ouais. Pour avoir un beau mouvement, pour avoir une belle montre comme ça. Ouais. Non, c'est très beau. Ce qui est assez drôle, c'est que quand ma femme était enceinte, tu vois, avant de savoir si c'était un petit garçon ou une petite fille, donc moi, vraiment, l'histoire de Patek, j'ai capitalisé là-dessus pour me dire, je veux prendre une Patek parce que j'ai eu un petit garçon. Je pense qu'en réalité, si j'avais une fille, j'aurais acheté une Patek aussi parce que j'aurais trouvé quelque chose. Mais quand j'ai su que c'était un garçon, je me suis dit,
C'est bon. C'est bon, Ça y est, j'ai c'est le l'alibi. moment. Et souvent, l'alibi, c'est le mot. Parce qu'on se cherche des alibis. Bah, bien tu vois. sûr, bien sûr. Voilà, j'ai 39, l'année prochaine, j'ai 40. Ouais. Faut que je réfléchisse. Bah, bien sûr. Mais bien sûr, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. T'es marié? Ouais. Bon, déjà, ça, bah, d'accord. Tu peux fêter les 10 ans de mariage. Tu vas les fêter bientôt. Ça va arriver aussi à l'année prochaine. Eh ben, Année des 40. là, là, bah là, c'est bon, là. Bon, ça sera la question d'après. T'as réussi à avoir le set et tout. Enfin, dans ce genre de truc, en général, t'as pas trop de problèmes, surtout sur du récent, entre guillemets. Ouais, full set, révision chez Patek, Place Vendôme. Ouais, Donc j'ai été... normal. voilà. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand tu fais la révision chez Patek, ils t'offrent, je fais des grosses guillemets, le bracelet Alligator. Quand tu vois le prix de la révision, tu te dis que tu l'as payé quand même. Ouais. Mais pareil, j'avais pris mon rendez-vous, très bien reçu, etc. J'ai senti aucune volonté de si tu veux, développer la relation client de leur côté. Ouais. Après, je comprends, c'est pas une montre que j'ai achetée chez eux. C'est une montre, tu vois. Mais donc, tu l'as acheté sur Chrono, un truc comme ça, sûrement, ou un pro, et après, tu allais la faire réviser chez Patek. Exactement. Parce que le pro l'avait pas révisé. Elle l'avait pas Non, révisé. elle n'était pas révisée. Elle était pas révisée. C'est peut-être comme ça que tu as pu mettre un coup de fusil sur la. Ouais, du coup, j'ai négocié un petit peu parce que tu sais que le prix, t'es sur. T'es à 1002, 1003 avec la vision. Ouais, je vais dire 1005. Je sais pas. Patek pour une 3 aiguilles date. Hein. Je pense que ça monte. Ah, non, mais si après, tu peux doubler le vois. tarif. Ouais, carrément. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est une montre que, tu vois, je parlais de la GMT Master 2 qui est un peu la montre fétiche parce que elle a fait un peu, c'est un peu la seule, si tu veux, dans tout ce que tu vois là, qui a vu les autres arriver et partir. Oui, c'est vrai, c'est le témoin. C'est le fil conducteur. C'est vrai, t'as raison. C'est le socle. Exactement. Donc j'ai vraiment, celle-ci me tient à cœur. Et c'est rigolo parce que même mon épouse, si tu veux, me dit toujours, mais celle-ci, tu ne la vends pas. En fait, tu vois, parce qu'elle est parfois un peu plus attachée aux objets que moi. Et celle-ci, non, c'est pour ça que je veux vraiment la garder. Et la Patek, ça a une signification particulière. Et c'est marrant parce que justement maintenant, par rapport à ce que je vois à l'évolution de ta collection, elle paraît de plus en plus intrus. Je vois ce que tu veux dire. Elle est bracelet acier, elle est plus sport, elle est plus mainstream, ouais. Elle est plus sur une marque mainstream aussi, concrètement, on va dire, etc. Donc c'est marrant parce qu'elle sort presque du spectre de ce que tu peux avoir. Ouais. C'est drôle, hein, elle est presque... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand je t'ai écrit, je te dis en fait, j'ai une collection avec quelques pièces mainstream et d'autres qui sont un peu plus confidentielles sans être... Je me prétends pas être, tu vois, quelqu'un qui est vraiment dans à dénicher la les prochaine pépites. dont on va parler, elle est quand même un peu vénère, quoi. Celle qu'on a trouvée ensemble. Donc, écoute, parlons-en. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et ça date maintenant un petit peu, hein, ça fait quelques mois. Je pense que c'était un peu au début de tes podcasts. Je pense que je les ai tous écoutés, donc gros fan des podcasts, comme je disais, de ton podcast. Et je proposais mes services et je le ta petite intro voilà, a fait mouche. Et en fait, si tu veux... De mon côté, j'avais en tête d'avoir une Grand Seiko, donc de passer au Japon vintage. Ouais, putain. J'aime beaucoup ce qu'ils font aujourd'hui, mais je me vois pas avec. Par contre, sur le vintage, je trouve qu'il y a vraiment... C'est pareil, ça. On parlait de speed tout à l'heure. Quand tu commences à mettre le doigt dedans, Grand Seiko vintage, en termes d'histoire, c'est juste dingue. Incroyable. C'est tellement sous-côté. Exactement. Et je t'ai contacté pour essayer de me trouver à la base. Donc, j'étais parti sur une 44 GS. Ouais, je sais. Je sais. J'ai fait mon travail de conseil. J'étais avec un budget qui était déterminé. T'avais la boucle normalement avec? Oui, j'avais la boucle. Ah bon. Là, c'est parce que j'ai changé de bracelet. Oui, elle venait avec la boucle. Il y avait la boucle. Hein. Il y avait la boucle. Et donc, tu m'as redirigé un petit peu en fonction aussi de mon budget, de ce qu'on cherchait, vers la 45 GS, qui est celle que tu as entre les mains là. Et c'est juste une dinguerie en fait. Incroyable. Elle est incroyable. Haute fréquence, 5 Hz, 36 000 d'alternance. Elle est mon remontage manuel de l'usine Denis Seikosha. On est vraiment sur la grammaire du design. Absolument. C'est un des critères. C'était un de tes critères. Tu voulais de la pureté. Et je t'ai dit, mais déjà, pas de date obligatoire. Ouais. Clairement, pour l'équilibre, je pense que tu ne regrettes pas maintenant. Non, mais jamais de la vie. Celle-ci, elle reste dans la collection. Elle est et tu vois, tu mets la Patek à côté, elle rougit pas du tout. Hein. Non, absolument pas du tout. Hein. Vraiment. Hein. Franchement, je la trouve, moi, elle me procure plus d'émotion quand je la vois que la Patek. Mais après, c'est personnel, tu vois ce que je veux dire. Mais elle est vraiment incroyable. Et surtout, voilà, donc, c'est cette partie Taro Tanaka, grammaire du design, qui est super importante, fait que c'est fait à la serpe, c'est fasté. Alors, j'invite les auditeurs à réécouter l'épisode. Je crois que j'ai marqué, effectivement, c'est un ancien épisode, parce que j'ai marqué le numéro. Je vous mettrai le numéro d'épisode où je parle effectivement de tout ça et de la grammaire du design. C'était vraiment pour se démarquer des marques suisses où ils ont refait ce fasté comme ça pour que dans les vitrines, ça ressorte davantage. Et donc, c'est très difficile de trouver des exemplaires parce que celle-ci est sortie, a commencé en 68 de mémoire ou 69. Et c'est très difficile de trouver des exemplaires qui soient en bon état puisque forcément, ils ont pris des pètes, etc. Mais on voulait, et c'est ce qu'on voulait trouver,
alors c'est pas les chanfreins, mais en tout cas le fasté et le poli d'origine, qui soit pas repoli, rechargé, mais sur une montre qui a 50 ans, quoi. Exactement. Ou 55 ans, pas facile. Donc on a regardé, Et on un a beau cherché, et voilà, il y a un beau cadran, t'as raison de le dire, avec la bonne ref et tout. Ça n'a pas été simple. Et Parce qu'il y en a beaucoup qui, quand tu regardes un petit peu, tu balades un petit peu, tu en as beaucoup qui ont pris quand même un peu d'humidité. Oui. Des cadrans qui ont un petit peu vieilli. Exactement. Et là, celle-ci, tu vois le cadran. Le pourtour du cadran, la nutrition a été abîmée. Là, le cadran est. Non, mais elle est. Oh là là, vache. Je suis jaloux. Non, franchement, la boîte. Et ce que j'aime, c'est que, tu vois, elle est. On voit que c'est l'Unpolish d'origine, en fait. Tu vois, parce qu'elle est pas parfaite, c'est normal. Mais elle est vraiment dans un état qui est remarquable. Et elle est remarquable. Non, elle est dingue. Et je sais pas si tu te rappelles ce que tu m'avais dit. Donc, tu m'avais sourcé. Elle est arrivée du Vietnam. Dépêche-toi, surtout. Et tu m'as dit, très honnêtement, je me rappelle, tu m'as dit très honnêtement, si tu la prenais pas, je la prenais pour moi. Ah, mais c'était vrai, hein. Ouais. C'était vrai parce que je t'avais dit, parce que Dieu sait que j'en ai sourcé, hein, quand je te proposais des shortlists de montres, j'en avais vu et revu, et puis dans mes sources, chez les personnes, chez les marchands que je connais, etc., etc. Et quand j'ai vu celle-là, de ce mec-là, je dis, attends, par contre, celle-là, franchement, j'aurais même été déçu, mais indépendamment de la recherche, je m'en fous, en fait. Tout le monde sait bien que je fais ça aussi parce que j'aime ça aussi et sourcer. Je me dis, je serais déçu qu'il la prenne pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me suis dit, cette montre, elle est incroyable. Et elle sortait tellement du lot, quoi. Bon, elle est fou. Et je te dis, elle procurait, enfin, quand tu la vois, et je crois en plus que tu vas la passer sur un autre bracelet. Là, elle est sur un alligator un peu. Là, elle est sur un alligator de chez ABP avec l'intérieur en rubber. Ouais. Et en fait, je jongle parce que du coup, tu sais, tu as des attaches rapides là, pour changer les bracelets facilement. Et parfois, je le passe sur l'Omega. Ouais. Et mais ça, c'est la couleur. L'espèce de top, alors moi je l'appelle top, c'est cognac, etc. de chez Bonnie. Tu mets ça sur la tienne, c'est incroyable. Ouais. Oh, vache. Et du coup, celle-ci, tu peux aussi jouer, hein, parce que sur la Seiko, tu peux mettre un bracelet noir, lézard, ou tu peux mettre aussi T'es assez flexible parce que je veux dire, c'est un cadran silver, elle en acier, donc tu peux te faire plaisir. Quelqu'un qui est un peu plus funky sur les bracelets, tu peux te faire mettre de la couleur, tu peux jouer. Hein. C'est vrai, et elle peut paraître très stricte à l'origine comme ça, parce qu'elle est quand même très très stricte, mais dès que tu mets un bracelet un peu plus funky, elle est incroyable, quoi. Et ça fait ressortir le côté un peu 70s quelque part, 60, 70, quoi. Et la date, c'est super intéressant que tu mentionnes ça, parce que c'est vrai que c'est un des critères de ne pas avoir la date. Et moi, j'ai déjà vendu des montres vintage, parce que juste, tu sais, tu n'avais pas la fixation rapide de la date, ou si c'est pas la date, tu dois faire le tour, en fait. Bah, oui. Et moi, j'ai eu ça sur une Longines que j'avais été chinée à Mer, tu sais, à la foire. Ouais, une Longines, et juste je l'ai pas gardée parce que voilà, en fait, tu vois, c'était trop une prise de tête de remettre à la date, et de plus en plus je cherche des montres sans date. Non, mais je suis d'accord avec toi, je suis comme toi. Avant, j'aimais pas trop. C'est marrant parce qu'il y a longtemps, j'aimais bien quand il y avait la date. Après, c'est les boulots qui changent. J'en avais parlé avec Damien du spécialiste vintage. Et il me disait, ça me manquait la date parce que j'aimais bien quand je faisais mes contrats et machin. Moi, j'ai bossé beaucoup dans du commerce et des choses comme ça. Et même en tant que DIRCO, tu avais besoin d'avoir la date tout le temps, en fait, quoi. Et maintenant, c'est un truc dont je me fous, quelque part. Et je trouve que c'est tellement plus pur, en plus, d'avoir une montre sans date. Il y a une espèce de forme de liberté aussi, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'avoir ça. Et juste à remonter le matin, c'est juste un plaisir. En fait. Ouais, c'est pas la tête. Mais elle est vraiment belle et je suis content et que tu l'aies gardée. C'est un truc que tu vas garder. Ça c'est clair. C'est clair, ça reste dans la collection. Et là, je l'ai bien rechargé ce matin, mais juste le bruit quand tu la remontes, mais tu te dis, mais c'est pas possible que cette montre, elle ait 50 ans, quoi. Non, mais l'émotion de cette. Tu vois, le bruit, t'as l'impression que la montre, elle est récente. C'est incroyable. Celle-ci, elle était de 69, c'est ça, je crois. Je crois. Ça a démarré en 68. Il y en a eu jusqu'en 70, 72. D'aucuns disent qu'il y en a eu jusqu'en 73, mais je crois que c'est pas autant quand même. Mais elle était assez peu produite, mais elle est incroyable. Elle a une classe, elle est hyper fine. Donc, tu vois, c'est le côté un peu japanisant de la collection. Ouais, c'est ça. Avec l'Omega Marui, avec la Marui du Japon et la Seiko. Ouais, c'est très beau. Toute la finesse japonaise s'exprime dans ces deux pièces, quoi, concrètement. Toute la nuance. Les tailles de diamètre parfaites pour moi, encore une fois. Donc non, très très content. Donc merci pour le sourcing. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Non, content de l'avoir. Et puis content de l'avoir. Et puis ça me faisait plaisir d'avoir j'aime bien avoir des recherches comme ça, en fait. Un peu challenging sur des trucs comme ça, parce que il y a eu toute la notion de conseil, et comme je te disais en off, dans un cas sur deux, les gens m'appellent pour une pièce et finalement je leur cherche une autre pièce, tu vois, parce que on fait avancer
drastiquement la recherche, puisque finalement, c'est là où tu peux bénéficier de l'expérience de quelqu'un, finalement. Mais tu dis, ouais, j'aimerais bien ça. Attends, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé qu'il y aurait ça, ce modèle-là? Ah non, j'y ai pas pensé. Donc finalement, boum, tu fais 3 pas d'avant, quoi. Non, mais c'est ça que ça c'est ce sert. que moi j'étais venu chercher à titre personnel, c'est-à-dire c'est aussi une expertise parce que je venais de me renseigner un petit peu sur l'histoire de Grand Seiko, etc. Ouais. Comme j'ai dit en intro aussi, je suis pas du tout un technicien, donc j'ai aucune prétention de ce côté-là. Et en fait, il faut savoir juste se faire conseiller si tu veux pas acheter quelque chose qui est... Voilà. Pas se faire avoir, surtout sur des montres comme ça. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors il y a beaucoup de transparence, mais c'est que toute la partie, les Japonais changent les pièces beaucoup plus facilement que nous. La culture est très différente. Ils veulent avoir une pièce parfaite, Toujours neuve. Ouais. toujours neuve, donc ils vont changer les cadrans. Ils en ont rien à foutre. Ils te le disent, hein, en Ouais. plus c'est tout. Et donc là, on est vraiment sur une pièce par contre qui est bio, full et tout. Et ça, c'est trop trop bien. Mais ça, faut. Mais franchement, je vais même plus loin. Si un jour tu la vends, je t'appelle. Parce qu'elle est vraiment belle, franchement. Mais c'est absolument pas prévu. Non, Tant mieux pour toi, et je préfère que tu la gardes dans l'absolu. Mais c'est, voilà, tu sais, moi j'ai pareil, j'ai un cercle d'amis où quand on vend des pièces entre nous, on sait très bien quel coup de fil passer quand on, parce qu'on sait très bien que le mec va dire, ok, c'est bon, allez, vas-y. J'y vais, je la veux. Voilà. Non, Seiko, c'est chouette et c'est vrai que tu sens. Moi, j'ai eu plusieurs des Seiko, un peu moins, des vintage aussi que j'ai gardé d'autres noms. J'ai aussi une que je t'ai pas ramenée, c'est une 6309. C'est Turtle, ouais. Turtle. Ouais. Ça, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo aussi. C'est Comme les petites villardes, c'est rigolo aussi. voilà, tous ces trucs-là. exactement. C'est des trucs, ça coûte quelques centaines d'euros. Bien. Date des années 80, je crois. Et tu vois, je suis pas du tout fan des modes chez Seiko, mais c'est la seule sur laquelle j'ai changé quelque chose. Ouais. Tu sais, tu as le cadran avec donc tu as le jour et la date. Ouais. Le jour était en anglais et espagnol, et je l'ai changé pour le mettre en anglais et en arabe. Ah, trop bien. Et en fait, maintenant, si tu veux, je mets les chiffres en arabe. Donc, ce qui est super marrant, c'est que dans certains pays, tu sais, le week-end commence le vendredi. Ouais. Donc, l'écriture rouge commence le Ah, vendredi. c'est génial. Et je trouve ça génial. Je le lis pas, mais, Oui, mais ça juste fait avec le vivre ton rouge, cadran. exactement. Je sais qu'on arrive au vendredi. Et tu vois, c'est le seul changement que je me suis permis. Et en plus, sur une 6309, tu peux te permettre. C'est fait pour se faire plaisir. Je t'en fous. Mais alors, ce qui est incroyable avec cette montre, c'est que c'est quand même une montre qui fait 44,3 mm. Ouais. Bon, qui a un corne à corne, pas qui a des cornes très courtes, mais c'est une montre qui est pourtant, quand tu lis les specs, alors là c'est encore un bel exemple, tu dis 44,3, mais laisse tomber, c'est pas pour moi. Exactement. Ouais. Elle tombe sur le poignet, mais c'est une dinguerie. J'ai été très J'adore étonné. cette montre. Ouais, parce que justement, on en parlait un peu plus tôt aussi. Quand je l'ai eu en même temps que la Panerai, donc je mettais les deux l'une à côté de l'autre. Les deux sont affichés à 44. Ah ouais. Moi, c'était la Luminor que j'avais. Et en fait, t'en as une où t'as des cornes et l'autre quasiment pas. Et c'est juste pas pareil, en fait. C'est juste différent. Et c'est pour ça qu'il faut juste peut-être un petit conseil, si je peux me permettre de donner un conseil. Il faut pas se focaliser sur la taille des diamètres, il faut l'essayer. Non, c'est sûr, faut essayer, et c'est pour ça qu'il faut venir. Qui revient à chaque fois, tu sais, au Time Fest. Non, voilà, faut essayer les montres, c'est vrai que c'est important, et la Turtle sur le papier, elle est pas pour toi en fait. Ouais, exactement. Alors qu'en réalité, tu la portes pas facilement. Ouais. En fait, ce qui est fou, c'est qu'elle se pose. Voilà, elle t'attrape. Putain, c'est dingue, poignet, quoi. En fait, ouais. Elle porte bien son nom de tortue. C'est vrai. Posée sur ton poignet. Et en fait, tu peux mettre la main, tu sens pas la proéminence de la montre sur ton poignet. C'est incroyable. Et Seiko a aussi une histoire avec la plongée qui est juste dingue, en fait. Ouais, donc, j'adore. Mais moi, Seiko, c'est une marque que j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien dans cette marque, c'est pour la comprendre, ça se mérite. Il faut aller creuser. Au tout début, il y a très longtemps, j'avais du mal, pour être sincère, avec cette marque, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait avoir dans une marque 3 gammes différentes avec 3 prix différents. Bien sûr. Mais comment c'est possible que tu achètes une montre à 500 balles qui ressemble à une montre à 3000, qui ressemble à une montre à 6000? Et je ne comprenais pas, en fait, tu vois. Et parce que je n'avais pas creusé, comme toujours, non de certitude que ceux qui n'ont rien approfondi. Et une fois que tu commences à approfondir, tu te rends compte qu'en fait, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde, mais qu'il y a à prendre partout. Absolument. Et c'est vrai que Seiko, je trouve que c'est aussi une marque qui est faite pour les gens qui n'ont pas trop d'ego. Parce que pour beaucoup de gens, on parlait tout à l'heure de la... Ou qu'ils ne mettent pas là-dedans, en tout cas. Voilà. Et bien sûr, je parle par rapport à ce qu'ils ont au poignet. Pour beaucoup de gens, Seiko, que ce soit écrit Grand Seiko, King Seiko, eux, ils savent pas la différence. Ils ont aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur de la montre. Ils se disent juste, bon, c'est une Seiko, ça vaut quoi? Ça vaut 200 balles. Trop bien. De toute façon, t'as la tienne, la 45. Alors, après, ça vaut pas des sommes folles non plus. Je crois qu'en plus, on l'avait bien acheté. Mais c'est des montres qui...
Donc cet état-là, en plus, je veux dire, tu te dis souvent dans tes podcasts qu'il faut juste le prix s'oublie. Ouais, la qualité reste. Ouais. Mais là, c'est juste, enfin, tu peux pas trouver c'est pas possible. En meilleur état, vu l'âge de la montre, c'est juste pas possible. Elle est folle. Mais j'avais un peu cherché quand même. Hein. Mais j'avais, et toujours pareil, dans le spectre de ceux que je connais, des pros de confiance, parce qu'on achète le vendeur pour repartir dans les phrases. C'est hyper important. Mais ouais. Et donc, la dernière, celle que tu as au poignet, que tu es en train de retirer. Exactement. Qui est cool. Petit diamètre toujours 36. Ça, c'est un 36 également, que j'ai acheté à un marchand. C'était la sienne, de sa collection perso. Ah, c'était ça. Ah, ouais, d'accord. C'est le marchand avec qui j'avais vendu ma Royal Oak. Donc, on est resté en contact. D'accord. On est devenu un peu potes. Donc là, c'est une CS 3212. Donc, c'est une ER. Alors, c'est une tag ER, mais sur le cadran, il y a juste écrit ER. Chrono, donc les cadrans. C'est la réédition, ouais. C'est une réédition, exactement. Ils l'ont réédité en noir également. Cadran saumon, hyper beau. C'est rare, hein, ça. Il n'y en a pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup non plus. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, ouais. Avec des alites. Enfin, des alites, c'est un plexi. et juste, je trouve que le cadran saumon, les sous-compteurs blancs, c'est juste, ça marche bien, quoi. Ouais, c'est chouette. Il y a juste le fait qu'il y ait juste écrit ER, tu vois, il n'y a même pas écrit Carrera. Poussoir champignon, donc réédition. Non, elle est incroyable. Et c'est pareil, en fait, comme beaucoup de monde dans ma collection, c'est du début 2000, la réédition. Ouais. Personne n'en voulait à l'époque, ça. Hein. Ouais. Personne n'en voulait. Et Tag ER, c'est pas une marque qui me passionne, si tu veux. Quand je regarde les sorties actuelles, j'aime bien regarder ce qui sort, mais je suis pas forcément fan de ce qui sort, même si je trouve qu'il y a une amélioration ces dernières années. Donc, encore une fois, ça, c'est un peu une montre coup de cœur. La belle forme de boîte qu'on aime. Enfin, moi, j'adore cette forme de boîte avec ses cornes comme ça, très caractéristiques de Tag ER, concrètement. Non, c'est vraiment très beau. Hein. Et c'est une montre que j'ai pas cherchée. C'est-à-dire que j'étais un jour chez ce marchand, et il m'a dit, tiens, j'ai une pépite, au cas où ça t'intéresse, je te la montre. Et j'ai eu un petit coup de cœur. Avec le fond de boîte juste gravé, juste frappé ER à l'ancienne. Ouais, exactement. Avec un brossé droit. Enfin, c'est marrant. Hein. Elle est vraiment très chouette. Et tu vois, je connaissais pas du tout la gamme ER des années 70 avec tout le vintage, parce qu'il y a, pareil, il y a une histoire dingue sur la Carrera. C'est incroyable. Et maintenant, elles ont bien pris aussi. Hein. Oui. Je commence à regarder juste comme ça, pour info, les prix des ER. Quand tu vois les diamètres de celles de maintenant, quand tu vois celle-là, 36 mm, édition de 64, du modèle de 64. Et maintenant, ils font 43 ou 44. Ouais, j'en trouve beaucoup moins. Mais ça, c'est vraiment... Et c'est une montre que j'ai jamais vu personne avec, en fait. T'as un corne à corne de combien là-dessus? Tu dois avoir un corne à corne de 42, peut-être? Ouais, je pense pas plus. Pas plus, 40 à 42. Parce que les cornes sont très longues là-dessus. Hein. Pas très longues. Et c'est rigolo parce que celle-ci, pour la petite histoire, donc je l'achète. Je l'ai achetée à Luxembourg, celle-ci. Donc pareil, j'ai un petit problème aussi où je fais partie de ces gens où j'ai besoin de changer le bracelet quand j'achète une montre. Ça fait comme partie, à part sur les. Elle était sur un cuir, de toute façon, à l'origine, celle-là. Elle était sur un cuir qui avait un petit peu vieilli, qui avait un petit peu, tu vois. Cuir noir, elle avait été portée. Ouais, cuir noir perforé. Ouais, d'accord. Exactement. Donc je me suis dit, je vais mettre un petit truc et j'aime beaucoup les bracelets lézard. Je trouve que ça se marie très bien. Le marron et le rose comme ça. Enfin, le chocolat et le saumon, c'est incroyable. Et pour la petite histoire, donc comme je disais, c'est le troisième et dernier, j'arrête de vous en parler, bracelet Joseph Bonny que j'ai. Et quand j'étais en boutique, c'était leur ancienne boutique parce qu'elles ont déménagé, et je suis tombé sur, je connaissais pas la marque, je suis tombé sur Jérôme, que je ne connais pas, à titre personnel, et je lui dis, sans savoir qui c'est, l'histoire de Serica, et après ils m'ont présenté Serica dans la boutique. Je leur ai dit, voilà, j'ai ça, je cherchais un bracelet, il m'a dit, ok. C'est lui qui l'a choisi pour moi. Il m'a dit, je sais ce qu'il faut. Trop bien. Il a été me chercher ce lézard. Il m'a dit marron, machin, ça va être une folie. Parfait. Et à chaque fois que je suis dans des endroits, si tu veux, où il y a des gens qui sont un petit peu dans les montres, elle interpelle en fait. Celle-ci, on m'en parle. Ah, je la connaissais pas. Qu'elle est un petit peu ce modèle, etc. Starter aussi. Ouais. Très belle. Et tu vois, sur ton poignet, mets ton poignet comme ça. Ouais, non, franchement, le diamètre est parfait. Ouais, tu l'as mise un peu grande là, mais ouais, diamètre est parfait. Et ce marron, ouais, bravo Jérôme. Je sais que t'es bon. Et il est toujours bon pour ça. Ouais, non, c'est vrai. Ça va très bien. Moi, il m'a souvent conseillé sur des trucs aussi. Et sur le saumon et le chocolat, c'est incroyable. Franchement, ça fait ressortir le truc. Et sur ta Grand Seiko, c'est vrai que ça sera. Ça va être. Ça sera coquin aussi. Ah, je t'enverrai une photo. Là. Ça va être terrible. Parce que là, je la trouve un. Il faut la faire un plus. Je suis d'accord, il faut un truc un peu plus punchy. Ouais. Tu vois, pour ressortir un peu plus le cadran. Il faut la réveiller là. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Disons, c'est une belle collecte, tout ça. Bon, il y a d'autres choses. Tu veux parler d'autres choses ou on a fait un bon tour sur les pièces déjà? Je pense que sur la collecte, on a fait un bon tour. Une anecdote, ça peut être sur une histoire récente que j'ai eue avec une 5110.
le World Time Gate, comme je l'appelle. C'est beau, les 5110 quand même. C'est magnifique. C'était une de mes... C'est toujours... On en parlait que dans l'épisode. Ouais, c'est une montre que je trouve incroyable. Moi, c'est ma Patek préférée. Ouais, elle est... pareil, 37, début des années 2000, donc c'est un peu la même forme que la 5107 dans l'esprit. J'adore cette montre. Et pas si cher. Alors, encore un redisclaimer, pas si cher que ça. Quand tu vois le prix des World Time actuels neufs, exactement. Et tu vois ça, tu dis il y a un disconnect. Exactement. Et là, tu sais, tu as toute cette mode du néo-vintage qui revient, tu as les vieilles blanc-pain qui ressortent, tu as les vieilles Ebel qui ressortent, et donc là aussi, c'est piégé absolument. Et donc, j'avais cette montre en tête depuis un moment. J'ai eu l'occasion de l'essayer sur la version platine. Ouais. Qui est très sympa. Ouais, c'est quelque chose au poignet. C'est quelque chose au poignet. Elle était à quelqu'un, qui me l'a gentiment prêté, je l'ai passé au poignet, je trouvais très sympa. Et dans ma tête, j'ai toujours aimé la World Time et j'avais déjà cette 5107 en 37, donc je me suis dit, je sais ce que j'achète. C'est-à-dire qu'en termes de, je sais comment ça tombe sur le poignet, etc. Et là, je te parle d'une histoire, c'est littéralement il y a 2 semaines. Donc on est dans l'actualité, c'est-à-dire quand on est le podcast 2 semaines avant, j'avais pas cette anecdote. Faire le réel. Et donc du coup, je la trouve auprès à Rotterdam, auprès d'un vendeur qui est un AD Patek, et ils ont aussi une rubrique où ils font de l'occasion. Et je la trouve en or rose, parce que moi c'est toujours l'or rose que j'avais en tête sur ce modèle-là. Ouais, et parce que je trouvais que l'avoir en or gris, finalement, c'est un type. Alors c'est 2 montres totalement différentes, mais tu vois, dans l'esprit, j'ai une 5107, c'est pas très éloigné. Je t'avoue que la 5107, je pense que je la préfère en or rose quand même. Elle est très belle en or rose. Je trouve qu'elle est plus chaleureuse, bien sûr. Le cadran est incroyable. Mais est-ce que tu la passes elle se remarque plus peut-être? Ah oui, c'est sûr. Elle fait plus dresse. Ouais, exactement. Elle est moins comme celle-ci. Et moi, si tu veux, donc je l'ai commandée auprès d'un pro. Et ça a son importance pour la suite de l'histoire. Je la reçois, la montre sublime. C'est-à-dire que, je veux dire, 5110, quand tu vois le guillochage, c'est une chose de le voir en photo, c'est une chose de le voir en vrai. C'est fou. C'est incroyable. Cette montre, elle est folle. Tant que tu l'as pas eu en main, tu comprends pas. Voilà. Il y a plein de gens qui, après, quand j'avais fait les épisodes avec Alexandre, le collectionneur, dit oui, Patek, machin, 5010 et compagnie. Non, mettez-en une au poignet, on discute après, quoi. Ouais. Non, le guillochage, le disque avec toutes les villes, quand soit ça te permet de voyager, soit quand tu as eu la chance de voyager, ça te donne des souvenirs, t'as toujours des trucs. À regarder, incroyable. Ouais, exactement. Et donc je la réceptionne, tout va bien, tu vois, full set, etc. Je la passe au poignet, je la trouve sublime. Et j'avais juste sous-estimé un truc, c'est quand tu regardes ma collection, j'ai pas d'or de couleur. Tu vois, j'ai pas d'or jaune, j'ai pas d'or rose. Et l'or rose est magnifique. Ouais. Mais sur mon poignet, et moi, je me suis dit, mais en fait, quand est-ce que je vais la mettre? Ça, j'avais pas pensé avant. Je me suis dit, quand est-ce que je vais la mettre, cette montre? Puis t'es jeune encore, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, malgré tout, et puis ça dépend du pays. Enfin, en France, non, t'habites en France. Ouais, en France, une or rose un peu dresse comme ça, à 35 balais. 39, ouais, je te rajeunis, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que tu vas acheter ta montre à 39 balais. Bon. Je suis d'accord avec toi. Et en fait, je me suis dit, quand est-ce que je vais la mettre? Peut-être pas à 39. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la dernière erreur que je vais partager avec toi aujourd'hui, mais j'aurais peut-être dû y penser avant. Parce que quand j'ai pas du tout eu ce feeling quand j'ai passé la version platine. Bon, Alexandre, bon entendeur, il y a 5110 à vendre. Et parce que justement, le platine, ça doit être le platine, ça se raye très facilement le platine. Ouais. Mais c'est très tendre. Voilà, c'était. En plus, elle était sur un bracelet cuir qui n'était pas du croco, donc forcément, c'était un peu plus casual. Et quand j'ai vu la 5110 comme ça arriver en or rose, je me suis dit, mais en fait, quand est-ce que je vais la mettre? Et est-ce que ça vaut le coup d'avoir une montre aussi belle qui reste au coffre? Et là, je parlais d'un vendeur professionnel, du coup, je les ai appelés, j'ai pris quelques jours pour, tu vois, parce que c'est une montre que j'ai en tête depuis un moment, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, je vais la renvoyer. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai acheté, il y avait, c'est une directive européenne, de toute façon, tu as 14 jours pour envoyer des produits auprès de professionnels. Je les ai appelés, j'aurais dit, écoutez, je suis désolé, la montre est parfaite. Je la trouve toujours aussi belle aujourd'hui qu'hier. Mais juste, ça va pas le faire, en fait, parce que Oh, fuck. Et je me suis dit, tu vois, on parlait... Ça vaut un certain prix, je veux dire, on parle de 30-31. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, tu te dis, est-ce que tu as envie d'avoir... Alors, je décommande à tout le monde de mettre 30K en collatéral pour essayer une montre. Je ne le fais pas. Je ne le referai pas. Je me suis dit, voilà, vendre une montre à 30K quand tu es un particulier, c'est l'enfer. Je suis d'accord. Donc, est-ce que j'ai envie d'avoir ce truc-là dans ma tête? Non, mais c'est mort. Si elle reste au coffre, au boulot, je ne le voyais pas à la porter. Au quotidien, enfin, tu vois, je suis habillé en général assez casual. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui est en chemise tous les jours. Non, donc, je comprends. Tu vois, la version hors gris, j'aurais peut-être été différent. Mais voilà, donc celle-ci,
j'ai juste décidé de la renvoyer. Et voilà, donc c'était juste une petite anecdote, encore une C'est fois. marrant. Mais c'est tellement parlant et ça fera écho à plein de gens. J'avais dit en début que cet épisode ferait écho à beaucoup de monde et c'est ce qui, moi, me plaît, c'est ce qui plaît à beaucoup de personnes également. De se rendre compte que finalement, il y a des mondes qu'on aime et il y a des mondes qu'on peut porter. C'est exactement ce qu'on disait. Absolument. Une prochaine en vue? Une prochaine en vue, donc ça sera 51 sûrement 10 platine. Ce sera sûrement l'année prochaine pour les Pour les 40. pour les 40. Putain. Et pour l'anniversaire de mariage, merci pour le reminder. Merci Éloi. Ma femme t'adore déjà. C'est ça. Dans la voiture, là, tu vois, quand ça passera, je te dirai. Puis tu mettras dans la voiture pour faire passer le message. Écoute, j'ai 2 ou 3 montres en tête, mais c'est encore assez flou. C'est flou, ouais. Des dates président hors blanc, hors gris, mais vintage. Ouais, C'est-à-dire que tu vois, tu trouves ça vers les 15-17. Ouais. Oui, oui. Enfin, plutôt 17 que Belle, 15. c'est plutôt 17-18. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que faut que j'essaye. Faut que j'essaye parce que je pense que ça fait son poids. Ouais. Mais c'est quelque chose que je trouve chouette. Et pareil, tu as ce côté aussi où, pour beaucoup de gens, finalement, c'est de l'acier. De loin. Mais ça brille, hein, malgré tout. Ça brille. Sur va te faire le drôle. vintage, un petit peu. Donc, Ouais. c'est quelque chose que j'ai en tête, mais encore une fois, je vais l'essayer. Ouais, Tout. ouais. C'est pour ça que je te dis, c'est assez flou. Ouais. Royal Oak, mais encore une fois, là, je pense que le marché, Sans doute. même si ça a bien descendu, c'est encore très Ouais. cher, trop Ouais, cher pour non, moi. c'est trop cher. Euh, Ça a bien dévissé quand même. Hein. Mais Ça a bien difficile, mais ça reste quand même très cher Ouais. pour un. Après, moi, tu sais, alors je sais qu'il faut pas raisonner comme ça, mais j'arrive pas à m'enlever ça de l'esprit. Ça reste un 3 aiguilles acier. Et au même prix, bah, à la limite, je vais prendre un métal précieux chez Patek. 3 aiguilles date acier, pas de complications ou pas grand chose. Non, c'est sûr que c'est pas. Je suis vois. d'accord avec toi. Et sinon, la dernière, qui est peut-être la plus probable, mais encore une fois, je reste un convaincu que du World Time en termes de complications. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'aimerais beaucoup essayer un 52-30 hors gris. Tu vois. D'accord. Je resterai Ah ouais. vraiment. Ah ouais. Donc c'est un petit peu plus gros, c'est du 38,5. Ouais. Mais pour ça, il faut C'est l'essayer. beau ça quand même. Hein. Mais ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'est beau ça quand même. Et après, du coup, tu te rends compte que dans ma collection, j'aurais que du métal gris. Ouais, c'est beau. Ouais. Mais en fait, finalement, c'est ce qui me convient le mieux. Pas mal. Pas mal. Bon choix. Enfin, bon choix. Il n'y a pas de bon choix de mauvais choix, mais je vois bien. Et justement, ça va être un peu plus dur pour toi maintenant, parce que c'est pas du tout le même budget dont je te parle. Et toi, tu as 3 500 €. Qu'est-ce que tu achètes? Pas forcément qu'une pièce. Qu'est-ce que tu prends? C'est souvent des choix qui éclairent pas mal de gens, parce qu'on ne pense pas forcément à ça. Antonio s'est prêté à l'exercice récemment, et ça, il s'est bien fait des nœuds au cerveau. En fait, tout dépend. Est-ce que la question, c'est j'ai 3 500 €, c'est ma première montre, ou j'ai 3 500 € aujourd'hui? Demain, tu n'as plus de montre. Tu as Ok. 3 500 balles. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu redémarres d'une feuille blanche. Alors, si je redémarre d'une feuille blanche à 3500, si je mets quasiment tout sur une montre, Tu n'es pas obligé de faire all-in. Hein. ouais, Et, j'ai 2 options en fait. Si je fais all-in, je pense que je partirais sur une Black B54. ouais, Je pense que tu trouves dans ce budget Ouais. à peu près. ouais, c'est ça. Parce que je trouve ça très sympa, très Ouais. bien exécuté. C'est vrai. Surtout si t'as qu'une montre, C'est vrai. tu fais tout avec. Ouais, elle est parfaite. Elle est parfaite. Moi, c'est du 37, c'est Elle est très ce bien, que je ça. préfère. Ouais, j'adore. Donc, je pense que je prends ça. Si je veux sur du vintage, parce qu'ils en font plus, je pourrais considérer une reduced un peu sympa. Je peux trouver ça dans Oui. ces prix-là. Oui, bien sûr. Tu vois, avec Entre un cadran un peu même sympa. entre 2005 et 3005, hein, Ouais. j'en trouve un. Des Euh, cadrans un peu sympas, autour de 3000, quoi. Moi, j'ai vu des cadrans sur des reduced, tu sais, des cadrans bleu marine, Ouais, j'adore. chrono avec le Ouais. en blanc, Ouais. une sorte de pendant Même les inversé. cadrans bleus classiques, là, Oui. c'est Ouais. cool, ça aussi. Hein, quand même. Ah, il y a des trucs qui sont Ouais, c'est très joli. chouettes. C'est joli. Et après, si je pars sur plusieurs pièces, je prends une Grand Seiko, je t'appelle. Ah putain, faut aller. Est-ce que tu peux me sourcer? Il va falloir t'y recoller. Oui, mais là, tu vas être difficile, à mon avis. Hein. Ça va être compliqué de te Ouais. convaincre sur une autre pièce parce que. Mais Bon, oui, là, on parle de ça va être 3500 compliqué. €, là, on est bien en dessous hein, Bah, je en sais. termes de prix. Donc, Je c'est sais. vraiment, tu vois, en termes de qualité par rapport à ce que tu payes, même si le rapport qualité-prix ne veut rien dire pour les montres, c'est exceptionnel, c'est imbattable. Ouais. Donc, je pense que je prendrais ça. Je prendrais une Moonswatch pour rigoler aussi, parce que bien tu sûr. peux la caler dans les Non, 3500. mais je te jure, les Snoopy, c'est vrai qu'elles sont quand même cool. Hein. Ouais. Et je te dis encore une fois, il faut voir la noire là, qui est sortie ce matin, qu'elle va c'est être vraiment rigolo. Il faut avoir les deux, en fait. Ouais. Non, ça L'été, peut être l'été, la vraiment- blanche, c'est parfait. Ça peut être vraiment chouette. J'adore. Et tu vois, j'ai jamais été contre en fait ce truc-là, mais j'ai pas eu le truc quand j'ai vu les éditions, les premières éditions. Là, je trouve qu'en Snoopy, elle est quand même appealing, quoi. Ouais. Elle est quand même, elle est sexy. Ah, puis t'as l'histoire de Snoopy, Ouais, les exactement. gars, etc. Ouais, qui puis derrière, ce t'as un petit truc à là, raconter, petit quoi. guichet et tout, c'est cool. Ouais. Non, c'est bien. Et je pense qu'il me reste de l'argent, tu vois. Sur 3500, si je prends une Grand Seiko, une Moonswatch, il me reste quand même un petit billet. Ouais. Je regarderai peut-être du côté de chez Nivada, Ouais. tu vois. Mm. Ils ont des trucs chouettes Mm. que je pourrais rentrer dans le budget. F77. Ouais, entre autres.
C'est jolie montre, hein. J'aime beaucoup ce qu'ils font. J'en ai déjà eu. J'ai eu l'occasion d'en avoir au poignet. Ça tombe bien. J'aurais dû t'en amener là. C'est bien transporté. Ouais. Et donc ouais, je partirai là-dessus. Et sinon, ce que tu peux loger dans des 3005, un truc que j'ai commandé récemment mais que j'ai pas encore reçu, c'est Micromark Studio Underdog. Oui. Là, c'est La pizza. j'ai pris la watermelon, la pastèque. T'as pas pris la pepperoni là? Non. En fait, c'est rigolo. Tu sais, j'étais inscrit sur leur newsletter. Ouais. C'était sold out. Et il y a quelques jours, ils ont ouvert les commandes sur 24 heures. Ouais. Donc j'ai reçu ça. J'ai placé la commande et je l'aurai en septembre-octobre. C'est rigolo, ça coûte 500 balles. Ouais, c'est rigolo. Voilà. Mais tu vois, t'as vu, pour 3005, Tu peux te faire plaisir, hein. T'as quand même du lourd parce que t'as là quand même la 45 GS qui est quand même incroyable. La petite Moonswatch, c'est cool. C'est comme si t'avais une speed quelque part, un petit peu, on va dire, par extension. T'as les codes. Et une petite Nevada où t'as la F77 par exemple, qui est quand même hyper bien construite. Ça vaut 1300 balles, quoi. Donc, donc tu y es. T'es pile, hein. Par contre, ils te rendent même plus la monnaie. 3005, moi je prends 3005. Non, c'est pas mal. Bravo, tu t'es bien collé à l'exercice. Pour terminer, un livre, un film, une musique, une citation, un mantra, quelque chose qui te parle. J'ai une petite citation que je veux partager avec toi. Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui l'a partagé avec moi et j'ai trouvé ça très bien. C'est vivre les malheurs d'avance, c'est prendre le risque de les vivre 2 fois. Et je trouve c'est René Barjavel. J'aime beaucoup. Ça a été repris par Bakri dans son autobiographie. Et en fait, c'est quelque chose que tu peux transposer à tellement de choses. C'est-à-dire, tu vois, tu peux le transposer à l'entrepreneuriat. Si tu prends pas tu dis, ah oui, mais peut-être que je vais monter ça, mais peut-être que ça va pas marcher, peut-être que je vais faire ça. Ok, donc tu feras rien. 100%. Tu vois, 100%. Ça va pour la santé, ça va pour le sport. Faire des nœuds au cerveau pour des trucs à l'avance. Exactement. Ouais, non, mais 100%. J'aime beaucoup. Donc, c'est parfait. Ouais. C'est quelque chose qui, honnêtement, on me l'a annoncé une fois et c'est resté dans ma tête. Ouais, ça résonne, ouais. Et en fait, plusieurs fois, dans des épreuves de ma vie, en fait, j'y pense et ça m'aide. Ouais, c'est très bien. Et une musique qui pourra lancer et qui pourra être avec la publication? Ouais, alors une musique pour mettre un peu de peps et parce qu'on peut jamais se tromper avec un vieux Lauryn Hill. Ah, sur quelle époque? Lost Ones. Oui. Celle qui ouvre son album, qui est juste elle est trop dinguerie. T'écoutes ça le matin, tu mets ça dans tes AirPods ou dans la musique chez toi, ça te met de bonne humeur. Dans The Miseducation of Lauryn Hill, 1998. Exactement. Ok, super ref. Bah écoute, parfait. Merci pour le temps, c'était vraiment cool. Moi j'ai vraiment kiffé, à toi, Florian. C'était trop bien. De belles pièces, bravo, franchement. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais c'est tellement éclectique tout ce que tu as. C'est tellement cool que vraiment ça fait envie. On mettra tout ça sur les publications et je te dis à très vite. Ciao. Salut Florian. Ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et maintenant, voici venu le temps de notre adage. Je vais d'ailleurs exceptionnellement vous reciter celui dont Florian nous a gratifié en fin d'épisode, tellement il fera écho en chacun de nous. Mais écoutez plutôt. Vivre les malheurs d'avance, c'est les subir 2 fois. René Barjavel. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!